J'ai interagi avec ceux qui disaient ouais, mes objectifs ils sont pas assez bien, machin et tout. Ouais, Et au final, il y en a deux, trois qui se flagellent en public. ouais, je leur ai dit, mais c'est pas parce qu'il y en a un qui veut lever 16 millions que, Ouais, non, mais parce c'est que ça. parce que toi tu veux faire 54 CA que c'est nul. C'est chacun ses Ouais. objectifs, chacun ses ambitions. Mais c'est rigolo parce que dans des groupes publics comme ça, justement, normalement, ça serait le comportement inverse d'aller chercher du support chez les autres. Et en fait, tu Hmm. vois des mécanismes psychologiques où certains, en fait, ont tendance à s'auto-flageller en public. Tu vois, et Ah, c'est c'est trop ça. bizarre. Normalement, ça devrait être l'inverse, en mode putain, aidez-moi comment passer non pas de 50 à 200, vous avez des tips, plutôt que Hmm. tout seul se. Ouais, après, tu vois, ce qui est intéressant, en fait, moi, c'est un truc que je remarque chez, je pense, la majorité de mes clients, c'est il y a vraiment trois comportements qui dans, allez, 90-95% des cas reviennent à un moment donné. Et ça, c'est notamment un de ces comportements, c'est le sentiment de jamais se sentir assez, tu vois. Ouais, bien sûr. Dire je suis pas assez bien, je vise pas assez haut, je suis pas assez ambitieux, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et c'est dingue parce qu'en fait, on a tous ça quelque part au fond de nous. Et là, c'est vraiment marrant que sur ce groupe là que tu as créé avec plein d'entrepreneurs pour le début de l'année, pour que tout le monde se fixe des objectifs, ce soit quelque chose de qui ressorte naturellement, tu vois. Les personnes Ouais, voient certains qui ont des grosses ambitions de levée de fonds, qui veulent bosser avec des billets, avec des business angels et compagnie, et d'autres qui disent ouais mais moi mes objectifs ils sont nuls comparés aux vôtres et tout. Et en fait on pense tous ouais, quelque part comme ça, c'est marrant parce que celui qui veut lever 16 millions ou 20 millions, il va voir celui qui enlève 50 et se dit putain je suis pas assez ambitieux, je suis pas ouais, assez c'est ça. bon. Non, mais c'est ça. En fait, c'est un peu le problème. Je ne sais pas si c'est propre au système capitaliste ou au propre de l'homme, mais en fait, il y a toujours mieux. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, alors c'est bateau à dire, mais c'est compliqué à comprendre. Il y aura toujours une femme plus belle que la tienne, il y aura toujours un job mieux, il y aura toujours plus riche. Et du coup, à partir du moment où tu comprends ça, tu fais, vas-y, bah, je vais pas jouer à cette course infinie, de la croissance infinie, parce qu'en fait, à la fin, tu vois, il y a pas de fin. Et donc, du coup, Ouais, ah, t'es tu vois plus. en fait, non, ce qui est marrant là-dedans c'est qu'il y a deux mécanismes à l'œuvre. Il y a un mécanisme psychologique bien sûr, mais il y a surtout un mécanisme sociologique. C'est que avant on avait besoin de l'aval du groupe pour survivre. Si tu sortais, Ouais, si tu te moulais pas dans le clan, t'en étais exclu. Et il y a encore quelques centaines d'années, tu sortais du clan, ça voulait dire que t'allais crever, quoi, littéralement. Parce que ça voulait dire ouais, que t'avais plus la protection, t'avais plus la nourriture, t'avais plus les liens sociaux, t'avais plus rien. Et en fait, vu qu'on a toujours fonctionné comme ça depuis la naissance de l'être humain, l'évolution de l'être humain, c'est hyper ancré en nous, ça. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, ben, tu vois, on peut tous être solopreneurs, bosser aux quatre coins du monde, faire son truc, et se dire, bah, c'est pas grave si les gens m'aiment pas, parce que je mourrai pas. Il n'y a plus cette notion de clan. ouais, Et, c'est ça. mais c'est encore très, très ancré en nous, c'est intéressant. Bah, Mais il y a mécaniquement ce besoin de se faire aimer et donc d'être un peu bien pour les autres qui fait qu'on a tendance, effectivement, quand on n'est plus au niveau, à s'auto-dévaloriser. Mais bon, je hmm. pense que. Ouais, parce que fondamentalement, on a tous besoin d'amour. Qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit Ah sportif, bah, qu'on ouais. soit hyper riche, qu'on soit pauvre, on a tous ce besoin fondamental d'amour. Ah Et bah, c'est un il des plus gros s'exprime de machos, différentes hein. manières. Ouais, ouais. Et tu vois, enfin, c'est hyper cool comme entrée en matière parce que c'est vrai que toi, je te suivais sur LinkedIn à la base, François, Ouais. et j'aimais beaucoup le ton que tu prenais dans cette. Moi, LinkedIn, enfin, j'ai coupé franchement les derniers mois parce que ça avait tendance à me rendre un peu anxieux et barjot. Ouais. Bah, c'est Et typiquement la conversation qu'on a, LinkedIn. ouais, Moi, ça fait, je publie plus trop, alors on en reparlera, mais j'ai publié un peu en septembre, octobre, novembre. Lié à un changement pro. Mais sinon, c'est vrai que moi, ça faisait quelques temps que je publiais plus trop. Et en fait, j'ai l'impression que il y a de moins en moins de gens qui publient, mais ceux qui publient de plus en plus. hmm. Et donc, ça fait un truc, et c'est toujours les mêmes histoires. C'est très. Ah, ce matin, je donnais une pièce à quelqu'un qui en avait besoin. C'est trop bien, faites comme moi, et la vie sera mieux. Et tu vois, t'es juste là, mec, ta gueule, arrête de me raconter tes histoires bullshit. Et je sais Ouais. pas. Franchement, tu vois, c'est marrant parce que j'ai réfléchi ce matin, je me disais, tu sais, il y en a plein qui balancent tout ce qui est virtue signaling, tu sais, sur LinkedIn et tout. Genre, en gros, il faut Ouais. faire attention à ceux qui envoient des signaux vertueux et compagnie. Mais en fait, c'est ce qu'ils font tous. Bah Et oui. c'est infernal. C'est infernal. Enfin, sans parler de tous, c'est une généralisation, c'est pas vrai. Mais Oui, non, mais comme ça. tu dis, en fait, il y en a beaucoup qui s'accaparent le bruit de fond sur LinkedIn.
Et en fait, tout ça pour dire que toi, j'aimais bien le discours que tu avais. Parce que tu vois, il y a ce running gag de le SMIC LinkedIn, c'est 10K par mois et compagnie, parce que tous ceux Ouais. qui t'écoutent, ils font 10K facile comme ça en claquant des doigts, c'est trop bien, trop simple. Et toi, par contre, j'aimais bien parce que tu commençais à avoir un discours beaucoup plus décomplexé sur l'univers startup. Parce que ça fait plusieurs années, toi, que t'as monté ta startup, Ouais. vous étiez à Station F, t'étais avec Boris, d'ailleurs, qui est passé sur Ouais. mon podcast aussi, que j'embrasse. Et là, tu remontes un nouveau projet. Et ce que j'aimais bien, c'est que tu étais très transparent. Toi, tu dis, en disant, nous, on a levé des millions, on a bossé avec des investisseurs, on a fait des levées de fonds, des machins, mais faut arrêter de penser parce que tu es CEO d'une startup à Station F que tu gagnes des millions. Tu gagnes très bien ta vie, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a énormément de stress. Et en fait, j'aimais bien ce que tu avais ce discours qui vraiment coupait à la hache cette idée de la startup bling bling où t'es au-dessus du 5e stade de la pyramide de Maslow, t'es au-dessus de l'accomplissement de soi, c'est vraiment le graal de la société en ce moment, être entrepreneur. Et, et je j'aimais pense que beaucoup le discours que tu avais qui était très déculpabilisant, je pense, pour beaucoup de personnes. Ouais, bah en fait, j'ai eu pas mal de contacts. Du coup, en discutant de tout ça, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont contacté en mode, mais tu sais, des gens que je voyais un peu de près, de loin dans mon réseau, en mode, bah voilà, moi je suis en train de traverser ça. Enfin, toi tu l'as fait, etc. Et en fait, du coup, c'est comme si, tu vois, ça attirait des gens qui avaient ce besoin de parler. Alors c'est sûr. Entre nous, c'est pas du coup les gens qui vont te faire gagner des millions d'euros ou c'est pas les gens machin parce que c'est des gens qui traversent des trucs compliqués. Par contre, c'est des gens sur lesquels tu échanges vraiment sans bullshit en mode ok, bah là, mec, je pense que ouais, non, pivoter même ça sert à rien, faut que t'arrêtes. Enfin là, t'es en train de t'entêter. Tu sais, il y a cette limite quand t'es entrepreneur entre la résilience et l'acharnement. Ouais, C'est un grand qui est très débat très difficile. qui est très difficile et que moi j'avais beaucoup avec Boris, qui est très difficile à setup. Et donc, du coup, bah, souvent, quand je discute avec des gens en difficulté, bah, c'est déjà de savoir où est leur limite. Il y en a, ils lâcheront jamais et ils vivront dehors pour continuer leur boîte. Tu vois, et d'autres qui, bah, s'ils peuvent plus se payer l'abonnement au club de squash de Paris, bah, ils arrêtent. Et tu vois, c'est deux Tu vois, extrêmes différents dans la. et ce que tu dis justement, c'est hyper important parce que, enfin, je te coupe, excuse-moi, j'aime pas faire ça. Mais après, en fait, on est lundi matin, je vais zapper. Tu vois, cette histoire de limite, c'est des mecs qui sont prêts à aller dormir dehors et tout. Le truc, c'est qu'il y a des gars sur Instagram, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux en général, qui disent mais moi j'ai été SDF, aujourd'hui ma boîte elle vaut 5 millions, moi j'ai dormi dans ma voiture pendant 3 mois, à un moment il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Alors, ça a un côté hyper culpabilisant, mais à la limite, ça me gêne pas trop. Ça a surtout un côté hyper dangereux. Parce qu'après, tu as plein de wannabe entrepreneurs, tu sais, qui se disent, ouais, en gros, faut vraiment rentrer dans cette idée de hustle culture à fond. Et il faut bosser, 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 bosser. Et c'est normal que je passe par des moments où je suis dans la merde, clairement. C'est normal que je me foute dans le jus. C'est normal que mon couple en pâtisse. C'est normal que je vois plus mes amis. C'est normal que je me sente seul. Et en fait, non, c'est pas normal. C'est vraiment cette notion, tu vois, de résilience et d'acharnement. Comme tu dis, la distinction, elle est très difficile. Et il y a un truc, moi, que j'aime beaucoup dire souvent, c'est que ce qui nous menace le plus dans la vie, c'est le revers de nos plus grandes forces. Parce que tu vois, en fait, nos plus grandes forces, nos plus grosses compétences, quand tu les pousses à l'extrême, elles deviennent les choses ça devient en fait les trucs qui nous sabotent. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça, en fait, c'est juste une autre façon de dire la limite entre la résilience et l'acharnement, parce que quelqu'un de trop résilient devient acharné. Exactement. Obnubilé, et ça, c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, tu sais. En mode, je suis dans mon Tu focus sur dois ma avoir boîte et je coupe le reste, quoi. C'est pour ça que tu dois avoir cette limite et elle est très différente pour tout le monde. Tu vois, si je te prends, je les cite pas parce que je sais pas s'ils veulent être cités, mais moi j'ai un de mes advisors qui a été une personne clé dans l'aventure. Lui, c'est sa liberté. À partir du moment où il se sent contraint à faire des choses qu'il ferait pas normalement, ça dégage. Moi, je mets pas 1 euro d'argent perso. C'est-à-dire, je me suis pas payé, donc j'ai cramé mon cash pour monter ma boîte.
mais j'investis pas à perte ensuite en apport cash dans ma boîte parce que je prends déjà assez de risques. Et donc, si en plus je me retrouve endetté à titre perso, etc., c'est ingérable. La personne dont on parlait tout à l'heure, par exemple, c'est de pouvoir faire du sport tous les jours. Et en fait, tu vois, il faut pas juger de la ligne rouge de chacun parce que c'est ce qu'il estime son équilibre. Et il y en a, c'est pas grave. Il y en a, c'est moi, du moment que je peux manger une fois par jour, je suis bon. Donc, c'est assez extrême comme ligne rouge. Mais s'il est honnête avec lui-même et que c'est sa vraie ligne rouge, pas de problème. Mais du coup, je suis en fait, d'accord. tu as deux biais. Tu as des wannabes qui se disent ça, mais c'est pas leur vraie limite parce que c'est trop extrême. Et ensuite, tu as la façon dont tu le racontes. Parce que tu peux vivre, tu vois, je crois que c'est le mec de Binance ou je sais plus quoi qui a vécu dans son bateau ou pendant 3 mois, enfin dans un bateau pendant 3 mois, machin. Mais en fait, si tu vois que tes KPI sont en cours de market fit, tu peux très bien te dire, vas-y, pendant 6 mois, je vis dans ma voiture parce que chaque mois, je vois que j'ai plus de clients et que je sais très bien que dans 6 mois, je suis bon. Et donc, du coup, tu vois, tu as ta vraie ligne rouge et tu as en fait le contexte dont on parle peu. Évidemment, l'histoire, elle est moins belle de te dire, ouais, moi, je savais que mon MRR, il grossissait de 10% par mois, donc je savais que dans 6 mois, je pourrais me relouer un appart. Donc, en fait, j'ai vécu 6 mois dans une voiture, mais je savais que ça avait une fin. Versus, je lance une boîte, j'ai plus rien, machin, c'est ma dernière chance, je suis dans une voiture. Donc, il faut lire entre les lignes et c'est un peu la tendance LinkedIn, c'est qu'est-ce qui se lit entre les lignes. Effectivement, le SMIC à 10K, il n'est pas vraiment vrai. Ça, c'est un peu pareil. Et donc, résilience, acharnement, c'est un vrai débat. Et c'est un débat qu'il faut s'inscrire quelque part avant de se lancer et de se dire, OK, quand est-ce que j'arrête tout? Parce que je suis en train de partir en vrille. Et ça, si tu ne l'as pas, en fait, tu es condamné. Si tu es un peu résilient, tu es condamné à t'acharner, en fait. Et tu crées des Ouais, boîtes qu'on appelle morts-vivants, qui vivent de pitch et de subventions, d'un client B2B qui les fait survivre, et ça devient l'enfer, quoi. Ouais, et puis au final, t'es toujours sous cette dose de stress, t'es toujours sous l'eau, toujours stressé, anxieux, et t'es en mode Tu survie, en souffres fait. juste. Ouais, tu souffres juste. Ouais, et tu vois, ça me parle énormément le discours que tu tiens, parce que là, moi, ça va faire 5 ans que j'étais dans la banque privée avant, et ça fait Ouais. 5 ans que j'ai quitté ma boîte, et que j'ai monté la mienne. Et j'ai toujours eu cette mentalité, tu vois, de me dire, au fond, je veux être le meilleur dans ce que je fais. Ça veut pas dire que, tu vois, c'est aussi à lire entre les lignes. Ça veut pas dire que je veux être le meilleur du monde, mais ça veut dire que j'ai cette dynamique interne, tu vois, de me dire, l'objectif, c'est de devenir le meilleur du monde. Alors, ça peut être le meilleur du monde dans ma ville, ça peut être le meilleur du monde dans ma région, en France, j'en sais rien. Mais c'est, tu vois, vraiment cette volonté d'être un peu meilleur tout le temps. Et sauf qu'en fait, à un moment, je me suis senti un peu acculé parce que, voilà, j'ai eu... quand ma fille est née, on a déménagé avec ma femme, on s'est mariés en même temps, ma fille est née juste après, tout ça en un mois. Et puis après, il y a eu des décès dans la famille avec le Covid, avec d'autres maladies et tout. Et moi, en fait, j'étais tellement focus sur mon taf, sur mon envie de faire grossir mon business de consulting et de coaching, que j'étais en mode, mais vraiment focus uniquement sur ma gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Et je vivais dans un stress constant. Moi qui fais du sport depuis que j'ai 2 ans, mais tout le temps, j'ai arrêté d'en faire. Enfin, j'en faisais genre 2 à 3 fois par semaine, ce qui pour moi, en fait, c'est quasiment du néant, parce que normalement, je m'entraîne tous les jours. Et ça a duré 6 mois, et au bout de 6 mois, mais j'ai craché. Mais tu vois, j'ai encore cette image, j'en ris maintenant, j'en riais pas du tout à l'époque, mais parce que pour moi, c'est une caricature que tu vois dans les films. Je me souviens arriver un jour où il flottait chez mes beaux-parents, et j'étais en sweat à capuche, sous la flotte, et je suis arrivé dans le portail, j'ai mis 1 heure et demie à passer le pas de la porte. Genre, je sais pas, mon corps, ça a figé. J'étais en train de pleurer sous la pluie. Franchement, c'était hollywoodien, le truc. Et en fait, je faisais un gros burn-out en me disant, putain, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas en forme, j'avais le cerveau empâté, j'avais pas les résultats que je voulais. Et tu vois, c'est là où je me suis rendu compte de me dire, putain, en fait, pendant des années, t'as cru que ton obstination, ça allait faire de toi un entrepreneur. Et en fait, non, c'est pas binaire, quoi. C'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus fin que ça. Et tu vois, alors
effectivement, quand tu crées ta boîte, que ce soit solopreneur, tu montes une entreprise en mode tu veux faire tu veux scaler mais doucement, y aller vraiment tranquillement, ou tu veux faire de la levée de fonds et tu vas avoir une startup qui grossit rapidement, t'es obligé de passer par des moments douloureux. Ah bah oui. C'est obligatoire. Par contre, en fait, il y a une différence entre la douleur et la souffrance. Tu vois, on dit la douleur, je pense que enfin, c'est même pas je pense, c'est la douleur dans la vie, elle est obligatoire. Par contre, la souffrance, c'est-à-dire, tu vois, toi après te flageller, comme on disait, tu vois, dans le groupe, cette souffrance, elle est optionnelle. Parce que ça veut dire qu'après, tu rentres dans ta tête et que tu es dans un truc en mode non, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, les autres font comme ça, donc il faut que je fasse comme ça. Et en fait, t'as vraiment raison. Et pour moi, tu mets le doigt sur un truc qui est hyper important. Quand tu dis il faut connaître sa limite, il faut la définir, il faut connaître son fonctionnement. Parce que sans ça, en fait, tu sais jamais si tu es sur la réserve. Et quand tu as cette tendance à avoir toujours le pied à fond sur l'accélérateur, ben, au final, tu sais pas quand ça va cracher. Et quand ça crache, souvent, t'as tout qui pète d'un coup, quoi. Ah bah, moi, honnêtement, ce que j'ai traversé cet été, si j'avais pas mis ma limite en amont, je pense que je serais pas là pour te parler, tu vois. Ça a été d'une violence extrême. Tu veux partager avec nous ce qui s'est passé cet été ou ouais, c'est trop touchy? Non, je vais pas mettre de nom sur les choses, mais si tu veux, nous, on était un peu à court de cash sur la boîte et en plus en conflit avec nos investisseurs. Du coup, moi, j'étais en train d'essayer de chercher une solution. Du coup, on a réussi, pour ceux qui ont suivi, à se rapprocher d'un groupe industriel, Vivlio, pour faire continuer l'aventure. Mais si tu veux, à cette période, je devais donc gérer mes investisseurs, gérer le business day-to-day, dire aux fournisseurs qu'on avait des difficultés de paiement, dire aux clients que la plateforme était instable parce que voilà, gérer en partie, du coup, le rapprochement avec l'industriel. Et donc, tu vois, tous les jours, je passais, je sais pas, 18 heures en call par jour, dont la moitié, c'était des calls de l'enfer. Et donc, psychologiquement, tu vois, je discutais avec d'autres CEO qui me disaient, bah, moi, je suis en train de traverser la même chose que toi, je vomis tous les jours, j'en suis à appeler mes investisseurs pour leur dire, bah, vas-y, foutez-moi en prison, j'en ai plus rien à foutre, j'ai plus rien, arrêtez de m'appeler toutes les 3 heures pour m'insulter. Donc, ça a été extrêmement dur psychologiquement, mais je savais que je respectais ma ligne rouge qui était que moi, je m'engageais pas financièrement perso. Et donc, demain, tu vois, je pourrais toujours bouffer. Et donc, je travaillais dur et je travaillais pour l'équipe aussi pour qu'on arrive à s'en sortir. Mais sans ça, tu vrilles. Tu vrilles parce qu'en fait, c'est trop dur. Et quand tu traverses une tempête, si tu n'as pas un bon capitaine qui sait ce qu'il fait et comment il le fait, en fait, tout pète. Et donc, tu le sais, toi, en tant que capitaine, les gens doivent pouvoir se reposer sur toi. Sinon, tout le monde vrille. Et c'est une charge hyper lourde. Bah oui, et c'est pour ça qu'en tant que CEO, il y a plein de choses qu'on néglige, notamment, ouais, c'est cool, tu vas aller à BFM, machin, ouais, si tu veux. Par contre, tu es aussi la personne qui est redevable en cas de problème. Et donc, tu vois, quand j'ai dit on aurait des difficultés à payer les salaires et que tu as des salariés qui n'ont pas d'épargne, mais qui doivent payer leur loyer, et qui te disent ah, ok, mais du coup, Quentin, je fais comment pour payer mon loyer? Et là, c'est toi qui dois répondre. Hein. Tu n'as personne d'autre, tu vois. Et du coup, ça, et que tu le fais 10 fois par jour, et l'investisseur, il te dit mec, ça va pas du tout ce que tu fais, on va pas être d'accord, on va t'attaquer. Le fournisseur qui te dit ok, tu me payes quand? Le client qui dit ok, mais pourquoi la plateforme bug? Machin. Et tu vois, et ça dure 3 mois tous les jours, 12 heures par jour. Tu vois, t'as juste envie de tout casser. Et donc, tout ça pour dire que cette ligne rouge, si tu l'as pas, en fait, t'es perdu. Tu peux pas être un bon capitaine parce que tu sais pas jusqu'à où t'es prêt à aller. Et donc, t'es instable. Après, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. The Family, on aime ou on n'aime pas, mais leur devise, elle est assez vraie. Anyone can be an entrepreneur. C'est pas everyone, c'est anyone. Il y a des gens qui c'est pas fait. C'est pas possible. Et il y en a à l'inverse, effectivement, la barrière à l'entrée, elle est faible. Tu vois, tu peux te lancer demain. Mais par contre, il faut comprendre que c'est essentiellement des problèmes. C'est à 17h, ta journée, elle n'est jamais finie. Tu vois, dans ta tête, ça tourne toujours. Moi, ça m'a coûté ma relation parce que, bah, en fait, tu es là, mais tu n'es pas là.
tu vois, dans ta tête, t'es au dîner, mais dans ta tête, t'es en train de réfléchir, attends, mais si je lance ça, est-ce que ça peut marcher? Ah ouais, mais attends, du coup, je le lancerai comment? Attends, mais je dirais que... En fait, ça s'arrête jamais. Et ça rejoint un truc dont on avait parlé, qui est, bah, le problème, c'est que si tu es entrepreneur et que tu as la chance de faire ce que tu aimes, bah, c'est un peu ce que tu disais, tu as malchance aussi, parce que tu tombes amoureux de ton truc et en fait, tu t'arrêtes jamais. Et donc, pourquoi pas travailler le samedi et le dimanche, puisque tu aimes ça, tu vois? Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Et, tu vois, il y a... Enfin, en plus, c'est un truc que j'entends, mais que ce soit avec des potes à moi entrepreneurs, que ce soit des prospects ou des clients, tout le temps cette notion de passion. Et tu vois, je me souviens, mon premier pote qui a monté une boîte et qui l'a revendue derrière, c'était il y a une dizaine d'années. Lui, il a juste fait son école. Maintenant, moi, j'ai 34 ans. On sortait de l'école, lui, il avait 22 ans, parce qu'il était en Suisse. Et c'était sur 4 ans, c'est master. Et tout de suite, il a monté sa boîte. Et à l'époque, il n'y avait pas encore, tu vois, cette mode des jeunes qui sortaient d'école à 20 ans et qui montaient leur boîte. Et c'était le premier, vraiment, de tout notre groupe de potes, d'amis et tout, qui montait une boîte, une start-up, qui la faisait grossir. Et je me souviendrai toujours d'une soirée où il y a un de nos potes qui dit, mais en fait, Jeff, tu bosses combien d'heures? C'est quoi tes horaires? Et en fait, il lui avait répondu en rigolant, les horaires au bureau ou les horaires dans ma tête? Et en fait, c'est ça. Exactement. C'est que très, très rapidement, quand tu es entrepreneur, et comme tu dis, quand tu... Il y a deux choses. Quand tu aimes ce que tu fais, ça va très très vite et tu as cette tendance à ne jamais arrêter parce que tu adores et tu es dedans et t'as un feu interne en fait qui te drive et qui te dit putain, j'ai trop envie, et puis tu adores penser à ça. Mais il y a un second truc qui est beaucoup plus vicieux, c'est qu'en fait le cerveau il s'habitue à tout ce que tu l'habitues à faire. Donc quand tu l'habitues à penser constamment, il a cette tendance, au bout d'un moment, à prendre cette habitude de se dire, bah, vu que ça fait 6 mois qu'on pense H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, bah, c'est que c'est normal. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tu penses tout le temps. Ton cerveau est habitué à penser tout le temps. C'est pour ça que des fois, tu travailles pour aller pisser à 3 heures du mat et t'arrives pas à te rendormir parce que tout de suite, dès que tu ouvres les yeux, t'as une pensée tout de suite qui vient. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ça c'est les recherches qui le montrent, c'est que la dernière pensée qu'on a juste avant de s'endormir, c'est la première qu'on va avoir en se réveillant. Et ce qui est terrible, c'est que quand tu es stressé, quand tu es sous pression constante, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est qu'un peu comme un poisson, si tu lui disais, bah regarde autour de toi, tu vis dans l'eau, le poisson il te dirait, bah ouais, enfin je sais pas, j'y fais pas attention, je vis tout le temps dans l'eau, quoi. Avec le stress, c'est pareil. Plus tu vis dans un environnement stressant, moins tu as l'impression de le ressentir. Ça n'empêche qu'en fait ton corps s'habitue à toutes les hormones, le cortisol, la noradrénaline, norépinéphrine et compagnie. Et il les remarque plus. Néanmoins, elles sont là. Donc en fait, tu évolues dans cet environnement stressant, tout ça. Quand tu te couches, tu es stressé, et dès que tu te réveilles la nuit, paf, tu penses tout de suite à quelque chose auquel tu as pensé au niveau de ton boulot, ou un problème auquel tu as pensé juste avant de t'endormir, parce que ton cerveau a cette habitude de tout le temps penser et d'être toujours sous pression. Et en fait, c'est l'enfer, parce que si tu t'imposes pas, tu vois, t'as la limite, le point de non-retour là dont tu parlais, où vraiment tu te dis, là, je dépasse mes valeurs, je dépasse ma limite. Si je dépasse ce seuil, t'as ça. Mais t'as aussi définir tes limites personnelles en termes de moi, ce que j'appelle la vie avec un V majuscule, quoi. De te dire, il y a des choses qui sont importantes dans la vie. Comment est-ce que je fais pour pas le louper, quoi. Et ça, c'est hyper dur quand t'es passionné. Quand t'es passionné, c'est hyper dur. C'est un plus vaste débat. Là, la limite pour moi, c'est le bon sens professionnel. Tu vois, ça, même si tu oublies la santé, l'happiness, tout ça, la limite rouge, c'est juste, est-ce que tu dois encore bosser sur ce projet ou pas? Qu'importe tout le reste, tu vois. Là, on attaque plutôt un champ plus personnel. Et effectivement, tu as raison, en développement personnel, souvent, d'ailleurs, si un jour vous vous levez tôt, que vous dormez qu'1 heure, endormez-vous en vous disant trop bien, 1 heure de sommeil, ça suffit large pour être en forme, et vous verrez, ça marche plutôt bien. Donc, ça marche bien de s'endormir avec une pensée qui est la pensée qui prédomine. Après, en fait,
là, il y a plusieurs choses qui sont abordées. Tu vois, là, sur ma nouvelle venture, j'en rêve la nuit. Et c'est en background tout le temps. Je pourrais te dire que je peux rien y faire, mais c'est pas vrai. Je pourrais changer des choses. Mais je veux pas. C'est trop bien. Mon cerveau, il bosse la nuit tout seul. Il emmagasine de l'info. Inconsciemment, il fait des choses. Donc moi, mon équilibre, on en parlait tout à l'heure. Je fais beaucoup on va dire de sport dans la nature. Et donc, en fait, ça m'apaise énormément. Mais même quand je suis dans la nature, en fait, je continue de penser le truc. Mais du coup, aujourd'hui, par contre, effectivement, c'est un mode de vie qui est très difficile à partager avec quelqu'un. Donc, c'est là où, en fait, le personnel, moi, tu vois, aujourd'hui, je crois que j'ai jamais été en aussi bonne forme physique, mentale. Pourtant, je suis entre deux ventures, etc. Parce que j'ai cet équilibre nature, entrepreneuriat, je me connais bien et tout. Par contre, est-ce que quelqu'un serait prêt à accepter ce mode de vie au quotidien? C'est moins sûr. Donc, peut-être que... Donc, tu vois, tu as ta limite pro, tu as ton équilibre perso, mais tu peux très bien s'aborder ton équilibre perso au profit du pro. Personne ne le recommande, mais tu vois, ça tient. Ton perso, et ensuite, comment tu arrives à partager tout ça avec des gens autour. Tu vois, on dit souvent en droit que ta liberté s'arrête où commence celle des autres. Bah là, tu vois, limite, tu pourrais faire le parallèle en disant ton bonheur s'arrête là où commence celui des autres aussi. Et donc, si tu partages ça en disant, bah écoute, moi c'est simple, la semaine je bosse 100 heures et le week-end pour être en forme et bien, bah faut que je fasse 50 heures de vélo dans la nature. Tu vois, c'est un peu compliqué à partager avec quelqu'un. Donc, c'est là où ça devient plus complexe. Déjà, la vie seule est complexe, mais alors dès que tu rajoutes d'autres personnes, c'est exponentiel la complexité pour avoir un truc dans lequel tu es bien, quoi. Ouais, complètement. Tu vois, je reviens à ce que je te partageais tout à l'heure. Tu vois, le moment où vraiment j'ai fait un burn-out, c'était aussi parce que il y avait ma fille au milieu. Bah oui. Et avant, quand on était célibataire, enfin pas célibataire, mais quand on était en couple sans enfant avec ma femme, tu gères tes nuits, tu gères tes week-ends. Bah tu oui. te reposes quand tu veux, tu fais des siestes. T'as plus cet inconnu chaotique en fait, qui est un enfant. C'est exactement. Et tu viens foutre Et le quand bordel dans quand ta to-do list, dans tes habitudes, et tu te dis, bah ok, samedi je dors bien, c'est cool, je vais faire ma semaine bien et je vais faire mon sport. Et en fait, samedi, bah pas de chance, c'est la nuit où tu vas trop mal dormir. Mais en fait, ça peut suffire à faire explosion, quoi. Ah, complètement. Puis tu vois, des fois, c'est des séries de 1 ou 2 mois d'affilée où tu dors mal. Parce que la gamine, elle se réveille 3-4 fois par nuit. Et ça, effectivement, tu te rends compte que, bah, déjà, en fait, t'es plus tout seul. Bah oui. T'es plus tout seul à être entrepreneur, à dire, je fais ce que je veux, je peux bosser la nuit, je peux bosser les week-ends, je peux bosser machin. Je trouverai toujours du temps pour passer avec ma femme et tout. Effectivement, tu rajoutes une inconnue dans le système. Exactement. Une inconnue en plus chaotique qui t'impose ses propres règles. C'est une énorme leçon d'abnégation sur justement comment est-ce que tu restes dans ton système sans que tout explose. Tu peux Et pas là, garder le même système. Tu peux pas garder le même système. Non. Et tu vois, avec un pote, on est en train de lancer un podcast qu'on a appelé Papapreneur. Ouais. Parce qu'on a beaucoup rigolé. Lui, il est entrepreneur, il est papa. Moi, je le suis de mon côté. Et en fait, on a énormément rigolé à la base sur le concept. À la base, c'était une grosse blague. Hein. On était dans cette période où on lançait nos boîtes, on était jeunes papas et tout, mais avec cette volonté d'être papa, tu vois, vraiment d'être présent pour nos enfants. On a commencé à checker tous les bouquins de productivité possibles, inimaginables, à tester plein de trucs et tout. Et genre 3 ans après, on s'est rendu compte que dans aucun de ces bouquins, il y a le mot enfant ou le mot famille. Ah bah non. Et c'est ouf, parce que tu te dis, mais attends, c'est des best-sellers, c'est des trucs qu'on dit, c'est la méthode, la fameuse méthode Getting Things Done, la GTD, là, de David Allen, qui est une usine à gaz sans nom. Tu vois, le mec qui a vendu des millions d'exemplaires, c'est une référence en termes de productivité de machin, et tu lis plein de bouquins, il y a jamais les mots famille, jamais les mots enfant dedans. Ouais. Et en fait, tu vois, t'extrapoles le truc, tu dis, mais en fait, aujourd'hui, on est dans une société où là, il y a beaucoup cette idée de productivité, à faire toujours plus. Et nombre de fois, je me suis fait contacter par des entrepreneurs ou des cadres sup de boîte, des dirigeants de boîte, qui me disaient, là aujourd'hui, je sens que j'arrive plus à faire autant qu'avant. Et j'écoute tes podcasts, j'ai lu ton livre et tout, et ce serait intéressant qu'on bosse ensemble parce que de ce que je comprends, si je prends soin de ma santé, si je prends soin de ça, si je travaille sur ma philosophie de vie, si je réfléchis sur mon business de manière différente,
je pourrais faire encore plus que maintenant. Et je leur dis, ouais, alors moi, ça en fait, c'est pas du tout ma philosophie. Pour moi, la philosophie de la productivité, c'est d'arriver à faire plus, d'arriver à faire mieux, mais surtout en moins de temps. Pour avoir le temps pour sa famille, pour le sport, pour tous les trucs, en fait, que t'aimes. Et ça, c'est une autre logique. Tu vois, c'est pas d'étaler les horaires. C'est justement d'arriver à bosser d'une certaine manière, avec un certain état d'esprit, à travailler ta concentration, à travailler ton organisation pour faire plus, mieux et en moins de temps. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus simple quand t'es en solo, ou quand t'as une boîte qui a pour objectif d'avancer tranquillement, de se développer tranquillement. Dans l'écosystème startup, c'est un tout autre délire. Parce qu'effectivement, t'es toujours en train de courir après le cash, t'es toujours en train de courir après le temps, t'es toujours en train de gérer les merdes parce qu'en fait, t'as une croissance qui est extrêmement rapide, donc t'as énormément de vélocité. Et tu dois arriver à gérer ces paradoxes, tu vois, entre la vélocité et le calme que toi tu dois garder, entre ton envie d'exceller dans ce que tu fais, mais avec ce paradoxe de dire, il faut aussi faire les choses, et quand t'es tout le temps dans cette envie d'exceller, des fois tu fais pas. Et t'es vraiment dans un enchevêtrement de plein de paradoxes quand t'es entrepreneur, notamment en startup, notamment quand ça va vite, notamment quand t'es avec les levées de fonds. Et là, c'est encore un autre délire. Et c'est vrai que souvent, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes qui font là-dedans, parce qu'ils sont célibataires, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, et que tu peux faire ça. C'est beaucoup plus compliqué quand tu commences à avoir une famille, quand tu commences à avoir, on va dire, plusieurs membres dans le système. Et ça rejoint justement ta logique, enfin plutôt pas ta logique, mais ta question de dire, est-ce que quelqu'un peut s'intégrer dans ce système? Ouais, il y a un truc qui est important en fait dans la vie. Tu sais, quand tu étais au lycée, tu te disais putain, mes parents ils font des randos, c'est vraiment trop des nazes. On en parlait hier avec ma femme, on faisait une rando sans ma fille. On se dit, on détestait aller le dimanche en rando avec mes parents. Voilà, exactement. Donc, mécaniquement, tu peux rejeter tout ce que tu veux, mais à chaque âge, c'est plaisir. Aujourd'hui, je trouve ça absurde d'aller, je sais pas, faire de la pêche. Probablement qu'à 60 ans, peut-être je me dirais why not, tu vois. Là, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Déjà, avec ou sans famille, c'est très différent. Startup ou pas startup, c'est très différent aussi. Une startup, qu'est-ce que c'est déjà? Normalement, c'est pas forcément lever de fonds, mais c'est apporter un maximum d'innovation avec un minimum de moyens. Grosso modo, c'est ça une startup. Et ça peut être beaucoup de moyens si l'innovation est énorme. Si on parle de biotech contre le cancer, voilà. C'est juste qu'on minimise l'apport en capital pour un maximum de ROI espéré. C'est ça une startup. Donc effectivement, assez vite, on arrive à lever de fonds. Donc, t'as famille ou t'as pas famille? Tu veux startup ou tu veux pas startup? Dans startup, tu veux lever de fonds ou tu veux pas lever de fonds? Est-ce que tu veux océan bleu ou océan rouge? C'est-à-dire, est-ce que tu arrives sur un marché concurrentiel qui est un peu moins stressant parce que tu prends un concurrent et tu fais un petit peu mieux? Ou est-ce que tu arrives à la Facebook dans un océan bleu, tu sais pas où tu vas, tu crames full cash et tu espères que, en gros, tu te jettes d'une falaise et tu espères que ça va voler. Donc, en fait, ce qu'on nous vend, nous, c'est un extrême du chemin. C'est-à-dire le mec solo, dans son garage, qui crée une startup en levée de fonds, en océan bleu. Mais ça, c'est vraiment, ok, c'est la belle histoire et tout, génial, mais c'est le schéma le plus extrême. À côté de ça, il y a, ok, aujourd'hui, il y a des marketplaces de tuning qui fonctionnent bien. Bah, vas-y, je vais m'associer à quelqu'un qui sait faire de la tech, je vais faire moi aussi une marketplace de tuning, elle sera un peu mieux. Je la fais le soir, machin, et je me stresse pas trop, et je fais 5 000 € par mois, et je suis content. Tu vois, c'est très différent de Facebook et X milliards et pas de business model tout de suite et compagnie. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on prend tout pour une vérité vraie. Get things done, travailler 4 heures par jour, machin. Ouais, mais ça dépend ce que tu fais comme business. Ah, complètement. Tu vois, il y a des gens, ils travaillent 1 heure par jour, ouais, mais ils sont consultants, ils facturent 8 000 $. Ouais, bah, c'est très différent que d'autres trucs. Donc, il faut toujours essayer de rationaliser, de se dire, OK, c'est quoi le temps que j'ai à dispo? Est-ce que j'ai une liberté telle que je peux souffrir ou ça va faire souffrir des gens? Est-ce que je me mets dans un truc d'hypercroissance en levant des fonds ou pas, d'innovation? Est-ce que je suis dans un marché dur ou pas dur?
tu vois, nous, avec Dor, c'était un océan plutôt bleu parce qu'on ne savait pas trop où on allait, on recréait de l'entertainment et tout, et il fallait cramer beaucoup de cash, donc c'était très stressant. Donc, quand tu es sur LinkedIn, tu vois beaucoup de gens qui te racontent une histoire et tu as tendance à tout croire que entreprendre égale beaucoup bosser, ou à l'inverse, pas beaucoup et machin. Mais en fait, si tu déconstruis tout, ça va juste, c'est plus la même chose. Globalement, en fait, il faut juste se dire que le truc le plus important, tu vois, moi, après mes années d'entrepreneuriat, c'est que la rétention, c'est plus important que l'acquisition. Ça Et demande en moins fait, d'énergie. bah ouais, en fait, ça te coûte tellement plus cher d'aller chercher un nouveau client que de garder ton client actuel. Et donc, à partir du moment où tu te focalises là-dessus, peut-être que ça te prendra 12 mois d'avoir tes 10 clients. Mais du coup, le 11e mois, enfin le 13e mois, tu auras toujours tes 10 clients, 12 clients. Plutôt qu'à chaque fois recommencer à zéro. Et ça, c'est une énorme source de stress. En fait, vaut mieux voir l'entrepreneuriat comme un truc dans lequel tu as le temps et dans lequel vaut mieux construire tout doucement un truc jusqu'au moment où en fait tes clients restent, plutôt qu'un truc où tu arrives à faire venir des gens, ils consomment un peu, ils partent. Parce que là, on rentre pas dans les détails, mais ton funnel, du coup, il marche pas. Et ça, c'est très stressant. Ouais, c'est vraiment, tu vois, quelque chose qui, à mon sens, est fondamental. Tu sais, alors, t'as ce fameux bouquin de... alors déjà, pour ceux qui écoutent, lisez le bouquin Océan bleu, Océan rouge. J'ai plus l'auteur en tête, mais effectivement, c'est par rapport à ce que tu disais qui est extrêmement intéressant justement sur comment est-ce que dans quel type de marché tu évolues quand tu crées une boîte. Ou même si vous n'êtes pas entrepreneur et que vous êtes salarié, de savoir dans quel marché évolue votre société, c'est hyper intéressant. Donc Océan bleu, Océan rouge. Et tu vois, il y a donc, pour revenir à ce que je disais, il y a ce fameux bouquin de Simon Sinek, Start with Why. Tu vois, vraiment, où lui, toute sa philosophie, connaître. Enfin, il faut qu'on connaisse tous notre pourquoi quand on fait quelque chose, quand on mène une action. Ouais. Alors, comme toute chose, il faut prendre des perspectives. Quand tu te prends trop la tête avec pourquoi est-ce que tu fais les choses, ça peut être vite dangereux. Parce que des fois, en plus, ta volonté de faire les choses, tu les fais pas pour la même manière. Enfin, tu la fais pas pour les mêmes raisons en fonction de l'avancée dans ta vie. Mais c'est important, effectivement, de savoir pourquoi est-ce que tu te lances. Et surtout, le quoi, pour moi, il est beaucoup trop masqué par cette idée de toujours commencer par son pourquoi. Mais le quoi, il est aussi très important. Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Ok. Mais qu'est-ce que tu es prêt à faire au quotidien pour mener à bien tes objectifs? Qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place? Quelles sont tes limites? On en revient à ça. Et qu'est-ce que tu veux créer? C'est aussi hyper important. Parce que tu vois, moi au début, quand j'ai monté ma boîte, je me disais, moi ce que je veux très rapidement, c'est avoir une assistante ou un assistant, c'est avoir un ou deux salariés, et j'aimerais, à horizon 2 ans, avoir quelques collaborateurs, et grossir, et scaler, et machin. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais super bien en solo. Que pour l'instant, en tout cas, j'étais super bien en solo. J'aimais bien faire appel à 2-3 freelances de temps en temps sur des projets, sur des trucs, et c'est très bien. Mais que fondamentalement, en fait, je pensais vouloir l'entrepreneuriat, mais qu'en fait, en ce moment, c'est pas ce que je veux. Quand honnêtement, je me suis posé la question de me dire, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc je serai entrepreneur. Et en fait, ça fait partie de ces croyances, qu'on t'inculque ou que tu t'auto-inculques au fur et à mesure de ton avancée dans la vie. Moi, je me disais, je serai entrepreneur comme mon père, je serai entrepreneur comme un tel, je serai entrepreneur comme machin. Et en fait, je me rends compte qu'en solo, je suis très bien. Et que aujourd'hui, ça correspond à ce que je veux faire. Est-ce que ce sera la même volonté dans 2 ans? J'en sais rien. Mais c'est très important, effectivement, de savoir qu'est-ce que tu attends de la vie, ce que tu veux mettre en place, ce que tu veux faire. Et qu'aujourd'hui, moi, le business model que j'ai créé, il a rien à voir avec le coach qui est dans un bureau à côté. Parce qu'on n'a pas la même volonté, parce qu'on n'a pas les mêmes passions, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes de la vie. Et avec moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est la vie avec AV majuscule. Je veux absolument tout. Et je sais que si je veux tout, eh ben, je peux pas créer un business à 2-3 millions tout de suite. C'est pas possible. Parce que je veux du temps pour moi, parce que j'aime méditer, parce que j'aime mon temps, parce que j'aime aller marcher dehors tous les jours, parce que j'aime passer du temps avec ma fille, avec ma femme. Et tu rentres dans un autre délire, en fait. Mais ça, j'ai mis super longtemps, franchement, à le comprendre.
Tu sais, je te le disais tout à l'heure, je pense que ça fait 4 ans et demi, 5 ans que j'ai lancé ma boîte, ça fait peut-être 1 an que je l'ai compris. Qu'il n'y a pas de bonne méthodologie, en fait. En tout cas, il n'y a pas de méthodologie unique. Il y a ce que toi, tu attends, là où tu es bon, là où tu es moins bon, et comment est-ce que tu peux créer un business autour de tout ça. Et je pense que ça, tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de wannabe entrepreneurs dont on parlait tout à l'heure qui tombent dans ce piège comme moi, je suis tombé dedans et plein de potes sont tombés, de se dire, tu vois, t'as un gourou du marketing qui a un peu d'aura, un peu de charisme et qui dit, j'ai la méthode pour atteindre vos 6 chiffres en 6 mois. Et tu te dis, putain, trop cool. Il faut que je bosse avec ce mec parce qu'il a la réponse à tous mes problèmes. Alors qu'en fait, c'est un truc qui a marché pour lui et que toi, fondamentalement, t'es différent. Alors oui, il y a ces idées de bonnes pratiques qui sont intéressantes de prendre en place. Mais après, c'est comment est-ce que ces bonnes pratiques, tu les intègres dans ta vie et le style de vie que tu veux mener. Ah bah ça revient à ce qu'on disait. Quelle est toi ta ligne d'entrepreneur? Tu vois, est-ce que tu es seul ou pas? Est-ce que tu es start-up ou pas? Levée de fonds ou pas? Océan rouge, bleu, machin. Et effectivement, tu as aussi cette variable pourquoi tu entreprends. Et là, il n'y a pas de. Chacun, faut se poser la question. Et la plupart du temps, tu entreprends par rapport à un des 7 péchés capitaux. Pour devenir plus riche, parce que tu as envie d'être fondeur, parce que machin, on va pas se mentir, tu as envie d'être libre. Enfin, tu entreprends aussi, globalement, c'est par égoïsme. Même si tu fais une ONG pour sauver le monde, ben en fait, c'est la base de la générosité, c'est que c'est aussi un plaisir égoïste. Parce que tu es content d'avoir donné, la personne est contente, mais toi, tu es content aussi d'avoir donné. Donc, c'est pas grave, il faut juste le comprendre. Donc, pourquoi tu entreprends? Est-ce que c'est pour être plus riche? Est-ce que c'est pour être plus libre? Est-ce que c'est pour être plus fier de toi? Est-ce que c'est pour machin? Il faut juste le savoir. Et toutes les réponses sont bonnes, mais ça va changer après. Parce que si c'est pour être plus riche, alors probablement que tu vas aller chercher peut-être une boîte différente que si c'est pour être plus libre. Tu vois? Toi, tu vas aller chercher quelque chose pour être plus libre, quand d'autres vont aller chercher un truc très rapide, tu vois, un logiciel machin plus riche. Donc ça, c'est important. Après, pour revenir au why de notre ami, c'est aussi quelque chose qu'il faut se poser parce que ça rejoint un peu la même chose. C'est-à-dire que quand en fait, tu as le why, le how et le what. Et quand tu achètes, par exemple, une Tesla, tu n'achètes pas forcément la fonctionnalité d'avoir tant d'heures d'autonomie. T'as pas non plus, t'es pas trop intéressé par comment ça marche fondamentalement. Combien il y a de batterie, l'ampérage, machin, ça c'est un peu le problème de la boîte. Et en fait, si tu prends le why de ce que te vend notre ami Musk, en fait, tu vas dire bah pourquoi tu veux acheter ma Tesla? Ah bah parce qu'elle est bien, ok. Et en fait, tu as les 5 why. Et c'est à partir du moment où tu es au 4 ou au 5e que tu comprends vraiment ce que les gens achètent, qui est rarement ce que tu vends. Tu vois, toi, tu vas vendre un accompagnement, mais ce que les gens vont acheter, en fait, c'est probablement la possibilité de récupérer de la fierté pour eux. Et en fait, il y a toujours un décalage et c'est normal. Il faut juste comprendre que bah, ta voiture électrique, en fait, c'est pas vraiment ce que tu achètes. Toi, tu achètes le fait de te sentir moins coupable d'avoir une voiture parce que tu achètes une électrique, par exemple. Et tu redescends comme ça, ou tu achètes une électrique parce que ton voisin, en fait, a une électrique et parce que en vrai, tu trouves que sa meuf, elle est trop bonne. Et donc, du coup, si tu as une Tesla, bah, peut-être toi aussi, tu auras une meuf trop bonne. Tu vois, et en fait, si tu descends les 5 why comme ça d'un truc que tu achètes, bah, c'est souvent, si tu prends un cours de marketing, ta distance entre à quoi sert vraiment le produit et l'image que tu en achètes. Ah, c'est des choses effectivement totalement différentes. Ouais. Ce que tu penses du produit et la perception que tu en as. Exactement. Et c'est pour ça que les pubs de voitures, on te met toujours le Duster en pleine montagne avec un parapente dans le coffre et machin, parce que tu achètes ce truc putain, mais moi aussi, je suis trop un mec comme ça. Moi aussi, je vais dans la montagne et tout. Et une fois que tu l'as, bah, en vrai, il verra jamais un chemin, ton Duster. Ouais. Alors, tu vois, c'est marrant parce que moi, pour le coup, j'avais bien aimé, je me souviens, il y a quelques années, la pub du Duster. Je me dis, tiens, je vais aller m'en acheter un. J'étais allé me renseigner à la concession Dacia. Là, moi, j'habite dans la Drôme. Et en fait, je lui dis, bah, c'est pas cher. Si je mets toutes les options, c'est combien? Et en fait, il était super cher.
Et je lui dis, mais attendez, c'est une voiture pas chère, à partir de 9000 balles, machin, comment est-ce qu'on peut monter à, je sais pas, à 450 balles par mois pour un Duster, quoi. Et en fait, le mec, il m'a dit, bah, vous savez, ici, 50% des personnes qui m'achètent des Dusters, c'est des chasseurs. Ouais. Donc en fait, ils prennent la version, effectivement, à 9500 €, sans option, sans rien, machin. Ils prennent juste les 4 roues motrices parce qu'ils vont à la chasse le week-end avec. Ouais. Et c'est marrant parce que je suis sûr que tu vas dans le nord, tu vas dans l'est, ou à d'autres endroits, c'est pas le même délire. Les gens l'achètent pas pour la même chose. Mais Ouais, ici, il y a exactement. le Vercors, il y a plein de forêts et tout, donc les gens, les chasseurs les prennent, quoi. Et quand il m'avait dit ça, j'étais, ah, c'est hyper intéressant. Moi, je le prenais parce que c'est pas cher, mais en fait, il est hyper cher quand tu mets plein d'options. Ouais. Et effectivement, les chasseurs qui le prennent pour aller dans la boue, dans la caillasse et compagnie, bah, ils ont besoin d'un gros coffre et de 4 roues motrices pour foutre les chiens et c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est toujours un exercice intéressant pour synthétiser, de savoir qu'est-ce qu'on vend vraiment en tant que product, mais quel est le rêve associé qu'on vend ou le désir profond que la personne achète. Et de l'autre côté, effectivement, tu rajoutes dans ta matrice d'entrepreneur, bah, pourquoi moi j'entreprends. Et donc on rejoint cette tendance d'être solopreneur. Bah, pour beaucoup, c'est plus forcément la course à l'exit, à la licorne, mais c'est le truc de se dire, bah ouais, moi je suis libre et je vais pas chercher la croissance infinie. Moi j'ai besoin de 4 clients pour vivre et je suis très heureux comme ça, et etc. Et en fait, il faut juste comprendre. En fait, ça rejoint ce qu'on disait. Si t'as pas de ligne rouge, c'est que tu comprends pas vraiment tes limites. Et si t'as pas de why, tu comprends pas pourquoi tu entreprends. Et donc ça rejoint ce que tu disais. Ça veut dire que ah bah tu veux embaucher. Donc, tu as un truc un peu d'ego de gérer des gens. Ah, mais tu veux devenir plus riche et être plus libre. Et en fait, tu peux pas tout faire. Tu vois, ça, c'est un rêve. Il y a que quelques mecs qui ont réussi. Il y a toujours des exceptions. Mais concentre-toi sur un truc. Et c'est très dur parce que je rajoute maintenant une autre variable et qui a été un débat infini avec mon associé. C'est ton stade de développement. Est-ce que tu es pré-product market fit ou post-product market fit? Parce que là, c'est pas la même vie. Post-product market fit, tu as trouvé un truc sur lequel te focaliser, sur lequel, normalement, en gros, si je mets des grandes parenthèses, ton temps investi est rentable. Quelle est la définition du product market fit? Parce qu'on en parle beaucoup, mais en vrai, je me rends compte que peu de gens connaissent la définition. C'est que quand je parle de mon produit ou de mon service, les gens cliquent. C'est-à-dire, ils comprennent. Et ça leur parle. Ensuite, ils achètent. Et ensuite, ils en parlent. Et les trois sont importants parce que tu as ton taux de clic, tu as ton taux de conversion et tu as ton taux de referral. Et si tu as ces trois, ça veut dire que ça ne te coûte pas cher d'emmener 100 personnes sur ta page, ça ne te coûte pas trop cher qu'ils achètent, et en plus, tu as un taux de croissance organique supérieur à 50%. Et du coup, là, c'est une boîte qui est très différente de pré-product market fit, où en fait, tu dois toujours, et malheureusement, et je l'assume, bosser sur 10 trucs en parallèle. Parce que tu ne sais pas où sera ton product market fit. Quand je bossais en fonds d'investissement, on avait une boîte, c'était l'équivalent d'un Airbnb. Airbnb arrive sur le marché, les mecs sont en train de crever. Il faut un pivot marketing en s'adressant à une communauté spécifique et ils sont devenus leaders de ce marché sur cette communauté. Mais c'est parce que tu es obligé d'explorer plein de choses. Tu vois, par exemple, toi, tu vas aller créer un podcast, tu vas aller créer des livres, tu vas aller créer des ateliers, des conférences, des bootcamps, enfin, qu'importe, je ne connais pas l'ensemble de ton activité. Mais du coup, tu essayes des choses pour voir où ça marche. Et donc, c'est là où c'est encore pire parce que pré-product market fit, tu travailles 10 fois plus pour 10 fois moins de revenus Ah, et 10 fois plus de stress. Et tu as beaucoup plus de volatilité parce que tu es dans l'inconnu total en fait. Tu te dis tiens, je vais tester ça, ça va me demander un investissement personnel et financier sans garantie que ça fonctionne. Et donc tous les gens autour vont te dire mais mec, concentre-toi sur un truc, arrête de t'éparpiller, arrête de faire 10 choses. Ben oui, mais si je me concentre sur le truc principal, ça veut dire que je mets tous mes œufs dans le même panier. Et ça veut dire que bah je sais pas si c'est ça en vrai. Et donc peut-être que c'est la truc à côté. Ouais, tu parlais de Facebook, et en fait, tu as parlé d'Elon Musk aussi. On se focalise beaucoup, et franchement, c'est normal, il faut déculpabiliser par rapport à ça. C'est plutôt le problème des médias, mais les médias nous font tellement, mettent tellement en avant, tu vois, ces business qui ont l'air de
c'est ce qu'on appelle les overnight success. Donc ceux qui ont eu un pseudo succès du jour au lendemain. Alors souvent c'est des personnes qui pendant des années ont entrepris, ont fait plein de trucs. Ou il y en a qui ont eu de la chance, qui ont eu justement un product market fit qui s'est fait naturellement. Et tu vois, on va parler de ces Facebook, on va parler des Tesla, des machins, où ces entrepreneurs ont créé un truc et boum, ça a explosé. Et en fait, il y a beaucoup cette idée. C'est pas tout à fait vrai, mais... Non, mais Tesla, il y a eu PayPal avant, il y a eu d'autres choses. Mais en fait, tu vois, on parle beaucoup de ces entrepreneurs qui se disent, j'ai une idée, j'ai un produit, boum, j'y vais, ça explose. Et c'est un entrepreneur sur 1 million, ça. Oui, et en fait, on a cette idée justement de te dire, et en fait, ça pour moi, ça nourrit le discours que tu étais en train de partager, tu vois, de se dire, non, tu dois te focaliser sur un truc et vas-y à fond et tu double down à chaque fois que tu vas doubler ta mise dès que tu as un bon signal du marché. Mais sauf qu'en fait, c'est vraiment trop se focaliser sur cette idée que tu trouves le bon product market fit assez intuitivement, alors que c'est pas vrai. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut tester différentes choses. Il y a très peu d'entrepreneurs qui ont une idée, qui arrivent à lui donner vie, qui arrivent à exécuter et dont l'idée qu'ils avaient au début part tout de suite sur le marché et apporte de la croissance. On a cette idée que ça fonctionne comme ça, mais c'est anecdotique, ça. C'est très rare et en fait, c'est un autre biais. C'est que, en fait, on commence par des idées avant de s'adresser à des problèmes. Et ça, c'est un biais énorme dans l'entrepreneuriat. C'est trouve une big idea, exécute-la et machin, et des idées en plus de valeur, je sais pas quoi. Tout ça, on s'en fout. L'important, c'est de trouver le plus gros problème possible qui demande le minimum de moyens pour le résoudre. Et donc, si tu commences en disant, j'en sais rien, une assurance pour l'artisanat, ouais, trop bien, parce que en fait, les mecs, ils font des travaux de merde, je sais pas quoi. Ouais, mais en fait, peut-être que le problème, c'est pas ça. Peut-être que le problème, c'est autre chose. Et en fait, tu dois toujours commencer avec ton truc, mais tu dois creuser pour trouver où sont les vrais problèmes et pas juste t'adresser aux problèmes de surface. Et ça revient à nos 5 why. Il faut que tu creuses. Et parfois, effectivement, la solution au biggest problem, ça sera un peu un cousin de ton idée ou pourquoi pas ton idée, mais présentée différemment. Donc, il faut jamais t'arrêter de chercher des problèmes. Et c'est pour ça que tant que tu n'as pas trouvé le plus gros problème et qui, en gros, ça te coûte 10 € d'avoir un client et ça t'en rapporte 1000, bah ouais, là, c'est bon, tu peux te concentrer. Mais tant que tu n'as pas trouvé un filon d'or, finalement, bah en fait, tu es obligé de filmer, quoi. Ouais, complètement. Et tu vois, j'ai envie de revenir au début de la conversation, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de partager tout ça en fait au début sur LinkedIn? Parce que effectivement, comme tu le disais au début, tu t'es mis à recommuniquer sur LinkedIn pour annoncer le fait qu'il y avait une venture avec Biblio sur Doors. Mais très vite, ton discours justement, il a commencé à raconter la vraie vie derrière cet écran de paillettes des startups. Qu'est-ce qui fondamentalement t'a donné envie de communiquer là-dessus? Bah, déjà, c'est de l'avoir vécu, parce que c'est compliqué d'en parler sans de l'avoir vécu. Là, j'ai vraiment traversé l'enfer, le désert, donc je savais ce que c'était et je savais reconnaître certains signaux et je sais potentiellement aider quelqu'un qui rencontre certaines choses comme ça. Jusqu'à présent, avant, je me concentrais plutôt sur des learning business, sur des automations, sur de l'exécution, sur plus du day-to-day. Et après avoir vécu ça, j'ai eu envie plus de partager, une venture, c'est pas forcément toute ta vie. Et il y a ce truc, moi, qui m'obsède vraiment, qui est la limite de la résilience, l'acharnement. Et en fait, on en parlait tout à l'heure, mais un peu un espèce de boomerang de une telle intensité négative que j'ai eu un espèce de besoin ensuite d'en faire plutôt une intensité positive et de pouvoir me dire, putain, ouais, mais en fait, ça, j'aurais bien aimé le savoir, ou ok, c'est pas la fin du monde, parce que tu sais, on a tendance à se considérer comme le nombril du monde. Et donc, tu te dis toujours, putain, mais ce que je vis, c'est l'enfer, machin. Mais en fait, il y a toujours pire.
Il y a toujours beaucoup pire et il y a toujours un peu mieux aussi. Et donc, faut relativiser. Et donc, tu vois, du coup, en parlant comme ça, j'ai eu, je sais pas, peut-être une dizaine d'échanges et de calls avec des entrepreneurs qui traversaient différents niveaux de difficulté. Et en fait, je pense qu'ils étaient aussi simplement contents de pouvoir en parler et de pouvoir relativiser éventuellement en se disant, OK, bon, ça va se passer comme ça. Bon, bah, maintenant que je comprends ça, je peux mieux agir en amont. Parce qu'en fait, l'inconnu, c'est très compliqué. Quand tu sais pas où tu vas, c'est dur de faire un plan de bataille. Tu sais pas les deadlines, tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais pas les potentiels problèmes que tu peux avoir. Et je pense qu'on n'en parle pas forcément assez, mais parce qu'aussi, je sais pas, je suis jamais allé chez le psy, mais peut-être que c'est comme aller chez le psy, c'est-à-dire que reparler de choses difficiles, c'est aussi un peu les revivre, et peut-être que t'as pas forcément envie, tu vois. Donc, Ouais, je pense que tu avais aussi un besoin de verbaliser toute l'expérience que tu avais vécue intellectuellement, intérieurement. ouais, je pense qu'il y a Là, une partie de ça, ouais. et tu vois, comme j'aime bien dire, on n'a que nos mots dans la vie. Ouais. Parce que effectivement, quand les mots que tu utilises, là, les mots qu'on utilise pour communiquer, ils ont un but. Ils sont là pour véhiculer des messages. Et en fonction du mot que je vais utiliser, je vais pas véhiculer le même message. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ça, intuitivement, on le sait, mais on n'y fait pas spécialement attention. Il y a plein de manières d'améliorer sa communication, pour améliorer sa relation. Mais que les mots qu'on utilise aussi, ils nous impactent nous-mêmes. Ceux qu'on utilise à haute voix, on les écoute, on les entend, on les génère intérieurement. Mais il y a aussi tout ce dialogue, tu vois, qu'on se crée dans la tête. Et les mots qu'on utilise pour décrire une situation, c'est l'enfer, comme tu le dis. C'est un peu comme une boucle de rétroaction, en fait. C'est des trucs qui vont se nourrir tout seuls. Plus les mots que tu utilises envoient une image positive ou négative, plus ils vont avoir un impact positif ou négatif. Même si en fait il n'y a pas vraiment de positif ou négatif, le cerveau est assez neutre. Tu lui dis que c'est l'enfer, il pense que c'est l'enfer. Tu lui dis que c'est génial, il dirait que c'est génial. Le cerveau, il est très limité par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est vraiment, moi je me dis, j'ai essayé de trouver la recette secrète, tu vois, du bonheur, du bien-être, de la performance et d'arriver à mêler tout ça. J'ai exploré plein d'univers dans le coaching, plein de techniques plutôt, de me dire tiens, il y a la technique magique, la PNL, tiens, il y a l'hypnose, il y a l'auto-hypnose, il y a le process-com, il y a tout ça. Et en fait, plus ça va, plus je me rends compte que tout ça, tu peux le synthétiser à une seule chose, c'est les mots que tu utilises. Les mots que tu utilises pour définir l'expérience que tu vis au niveau interne, ça impacte absolument toute ta vie, tout ton niveau de performance, ton niveau de bien-être et tout. Et c'est vrai, c'est hyper intéressant, tu vois, de dire, tu as commencé à verbaliser tout ça et que ça t'a permis d'avoir des discussions avec des personnes qui rencontraient le même genre de difficultés. Et c'est vrai que tu vois, quand tu te sens seul, bah, tu as tendance à réfléchir en vase clos et à passer beaucoup plus de temps dans ta tête, à utiliser des mots, tu as des phrases récurrentes, des mots récurrents qui viennent en boucle et qui viennent en fait vraiment matérialiser ta réalité. Et quand tu te dis que tu es en train de vivre en enfer, que c'est horrible, que machin, tout ça, en fait, tu es en train de te projeter dans le futur en te disant putain, si ça, jamais ça arrive, mais je suis dans la merde, ou je suis foutu, ou je suis nul, ça veut dire que je suis pas assez bien, ça veut dire que si, ça veut dire que ça. Et tu vois, moi, c'est assez marrant. Il y a quelques temps, je suis arrivé à un stade hyper bas où j'étais totalement obsédé en fait par mon business. Et comme toi, je voulais pas mettre d'argent dans ma boîte, mais j'avais cramé tout mon cash. Et quand t'es marié avec une fille, avec une petite fille, et que, enfin, t'es pas marié à une petite fille, mais t'es marié à une femme adulte, et que t'as une petite fille à côté, on n'est pas en Thaïlande, blague à part. Et qu'en fait, tu te rends compte que la pire situation que t'aurais jamais imaginée, que t'as redouté pendant des années est arrivée. Ce qui est assez marrant, c'est que j'avais été stressé pendant plusieurs années, et le jour où c'est arrivé, franchement, j'ai senti un soulagement monstrueux. De me dire, mais en fait, c'est risible, parce que j'ai fui cette situation pendant des années en me disant, il faut absolument pas que ça arrive. Et à force de me dire, il faut absolument pas que ça arrive, c'est arrivé. Et de me dire, mais en fait, c'est marrant, et je me suis senti, j'ai toute ma pression, tout mon stress qui s'est... Alors, parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi, enfin, pas sur moi, mais pour moi, à me poser beaucoup de questions, à beaucoup écrire, à beaucoup verbaliser les choses. Et les choses se sont améliorées à partir de ce moment-là. Parce que je me suis rendu compte que mon business, moi, en tant que coach, ne pouvais pas décoller si j'étais stressé. C'était pas possible. Tu peux pas faire confiance à quelqu'un qui est needy, qui court après les clients en disant, s'il te plaît, bosse avec moi, parce que j'ai plus de thunes, machin.
Et en fait, d'arriver à cette situation, de te dire, mais en fait, t'as pris le problème complètement à l'envers et t'étais trop dans cette obsession de réussir. Et relax, c'est bon, ça va bien se passer, tu vas trouver des solutions, mais détends-toi, quoi. Et moi, ça avait été le fait de verbaliser les choses dans ma newsletter, dans mon podcast, ça m'avait fait énormément de bien. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est intéressant le chemin que tu as parcouru, le fait de le verbaliser, puis au final de voir que ça résonne avec d'autres personnes. Ouais, parce que t'as cet écran de paillettes, tu vois, sur LinkedIn où tout est beau, tout est rose, on lève des millions, c'est trop cool, tout paraît simple. Mais même ces personnes, j'ai échangé avec quelques-uns, c'est du marketing. Ah, mais bien sûr. Parce que même quand tout se passe bien, c'est ce que tu renvoies à travers les mots que tu montres. Parce que la réalité, c'est énormément de pression, énormément de stress, c'est des nuits blanches, c'est des galères. Et c'est des trucs que tu t'auto-infliges. Je connais des entrepreneurs qui vomissent tous les jours, ils prennent leur douche brûlante, accroupis dans la douche tellement ils craquent. Enfin, globalement, lancer sa boîte, recruter, lever des fonds, si tu mets les plus et les moins, tu vois, ça n'a pas de sens. Rationnellement, ça n'a pas de sens. C'est trop dur. C'est trop dur. La plupart du temps, tu gagneras même pas d'argent parce que ça va être soit tu auras trop levé, il te restera plus rien, soit ta boîte va planter, soit machin. Par contre, c'est aussi un roller coaster et tu apprends énormément, tu as beaucoup d'émotions. Mais donc ça, c'est des choix qu'il faut faire. Par rapport à ce que tu dis, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. L'argent, c'est génial. Pourquoi ? Parce que quand t'en as plus, en fait, ça te force à prioriser. Et il n'y a pas meilleur chasseur qu'un chasseur affamé. Donc, quand tu te retrouves et que tu n'as plus de thunes, bah c'est là où tu te dis, OK, bon, sérieusement, est-ce que je fais encore ce podcast ? Parce que là, j'y investis tant d'heures. Non, bah non. Est-ce que je fais ça ? Oui. Et en fait, mécaniquement, tu te retrouves à te forcer à aller en direction d'un market fit. C'est ça. Parce que tu n'as plus le luxe de faire autrement. Donc, il ne faut pas en avoir peur. C'est génial de se retrouver sans le sou parce que du coup, tu te focuses sur vraiment ce qui demande le moins de moyens et la probabilité de rapporter le plus d'argent. Ouais, tu déculpabilises parce qu'au final, tu te dis, j'ai plus rien à perdre. Exactement. Et tu permets de prendre des décisions, de tester des trucs que tu n'aurais pas fait en disant, mais en fait, j'en ai rien à foutre, j'y vais, quoi. J'appelle cette personne et on verra bien ce qui se passe. Voilà. Je prends cette action et j'y vais. Un exemple typique que tu prends en général que quand tu es affamé, c'est d'aller prendre ton call, faire des appels à froid, faire des contacts que tu n'oserais pas normalement, que tu te dis demain. Ça. Tout ce que tu procrastines et qu'inconsciemment tu dis maybe ça serait bien, tu vas le faire. Par contre, la limite, c'est de pas engager ta responsabilité, genre faire un emprunt perso pour aller te dire. Ouais. Non, bien sûr. Donc moi c'est peut-être ma ligne rouge, mais je pense que globalement, déjà d'être sans le sou, c'est assez extrême, mais va pas en plus sans le sou et tu dois de l'argent. Ah, ça devient un peu trop. Et là, ça rejoint un autre truc. Donc sans le sou, c'est génial pour entreprendre. Warning, il n'y a rien de plus stressant au quotidien que d'être sans le sou. Le stress financier, tu vois, nous, on l'a vécu, de ne pas savoir si tu as payé ton loyer dans un mois, il est vraiment pas ouf. Ah, parce que tu y penses tous les jours. Tu sors ta carte bleue pour payer tes courses, tu te dis, putain, ah oui, c'est vrai, je ne sais pas si je vais payer mon loyer. Donc, warning, c'est trop bien. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent être étudiant, c'est bien pour monter sa boîte. Oui, parce que tu as peu d'impératifs financiers à honorer. Et donc, c'est plus agréable. Par contre, d'entreprendre et de ne pas savoir comment tu vas bouffer le mois prochain, c'est vraiment trop stressant. Ouais, c'est un sentiment horrible. Enfin, on peut le dire, c'est horrible comme sentiment, quoi. C'est vraiment horrible. Tu vois, moi, là, ça commence, mais pendant peut-être 3 ans, je commençais le mois à découvert, tu vois, même en ayant été payé. Et donc, du coup, tu vois, tu es juste tout le temps dans le rouge. Et donc, du coup, tu achètes tout en retard. Du coup, tu payes tout plus cher et tu as des frais. Enfin, c'est un cercle horrible. Mais d'un autre côté, c'est aussi parce que tu as ce rappel quotidien que tu as les crocs pour aller prioriser sur des trucs. Donc, parenthèse fermée sur cette notion de pas d'argent, c'est cool pour entreprendre, pas d'argent, c'est l'enfer pour entreprendre. Il y a les deux. Maintenant, sur la verbalisation,
tu vois, c'est rigolo et c'est assez paradoxal parce que je sais que j'ai vécu l'enfer. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je remonte une boîte. Tu vois, il y a un truc, genre, c'est quoi ton problème, mec? Et en fait, je l'ai verbalisé. Et voyez ça un peu comme un déménagement. J'ai pris tous mes cartons avec des trucs pourris dedans. J'ai dit, celui-là, mec, c'est l'enfer. J'ai mis tout ça dans une pièce. Et cette pièce, c'est l'enfer. Et ça, c'est mon inconscient. Et je sais juste que tout ce qu'il y a dans ces cartons, faut pas le revivre, si possible. Mais d'un autre côté, le reste de l'appart, il est cool. Et donc, ça me dérange pas de revivre dedans et de réessayer une aventure. Et donc, en ayant verbalisé et en ayant tout le détail des trucs horribles dans une pièce, ça, c'est plutôt mon inconscient. Mon conscient, lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'un ensemble de boîtes contenant à peu près ça, c'est pas cool. Parce que là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que le cerveau, il a tendance, tu disais, ouais, il est neutre. Mais je trouve qu'avec le temps, le cerveau efface le négatif. Il a tendance à ne garder que le positif. Tu vois, par exemple, j'ai fait l'ascension du Kilimandjaro il y a quelques années. Aujourd'hui, je n'en ai que des bons souvenirs. Mais je sais que je me suis juré de plus jamais le refaire. Mais je me souviens plus bien, tu vois, des trucs. Je sais que j'ai eu très froid, je sais que ça a été assez dur physiquement, que machin. Mais mon cerveau, il a effacé les sensations, les détails de pourquoi, tout ça. Mais je sais que je dois pas le refaire. En fait, ça, tu vois, psychologiquement, c'est Daniel Kahneman et Amos Tversky qui avaient modélisé ça. C'est la loi du peak and rules. En fait, émotionnellement, on se souvient du début d'une expérience, de la fin de l'expérience, et aussi du pic émotionnel intermédiaire qui est entre le début et la fin. Et souvent, c'est de ça qu'on va se souvenir lors d'une expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, tu vois, quand on commence quelque chose, soit on y va avec de l'appréhension, soit on y va avec de l'excitation. Quand on le finit, soit on finit dans le dur, mais il y a un sentiment de soulagement. Et après, le pic émotionnel, qui peut être positif ou négatif, ça c'est une question d'interprétation. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que tout ce qu'il y a au milieu, le cerveau va le zapper. Exactement. Alors, tu as sur la mémoire long terme, tout ce qui est très dur, on va dire, ou qu'on a interprété comme étant très dur, très traumatisant, inconsciemment, le cerveau, il a un mécanique d'autoprotection. C'est que les souvenirs extrêmement difficiles, post-traumatiques et compagnie, il va les mettre dans un coin, un peu comme cette idée de la pièce, justement. Mais il va pas faire ma double tour. Il va ouvrir la porte de temps en temps pour te les remettre devant, parce qu'en fait, tu dois les processer. En fait, c'est ce qu'on appelle la suppression émotionnelle. Ton cerveau, il va supprimer émotionnellement des trucs beaucoup trop durs. Et juste pour te protéger, parce que le but de ton cerveau, c'est pas de te rendre heureux, ni productif, ni machin, ni truc, c'est de te faire survivre. Point barre. Il n'a pas d'autre fonction. C'est son objectif final. Donc ça, en fait, il va le supprimer. Mais par contre, ton inconscient, lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois bien. Et il sait que tu as les capacités à processer les choses. Et donc, quand tu vas te retrouver dans des situations qui vont être à peu près similaires, semblables à ce qui t'a causé cette détresse émotionnelle, il va ouvrir la porte en grand et il va laisser s'échapper ça, il va te remettre face à ton problème émotionnel. Parce que lui, il a envie que tu le résolves. Parce qu'il sait que tant que ce ne sera pas résolu, tu ne pourras pas avancer à l'étape suivante. Et c'est assez bien foutu parce qu'au final, tant qu'on ne l'a pas résolu, et des fois ça peut prendre 50 ans, il le représentera. Et donc tu vois, tu dis, j'ai mis ces souvenirs dans cette pièce qui est l'enfer, et je veux pas les revivre. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le cerveau, il comprend pas la négation. Donc en fait, tant qu'on se dit, je ne veux pas vivre ça, lui, ce que le cerveau, il entend, c'est, il enlève le ne, il enlève le pas, il entend, je veux revivre ça. Et un jour, tu le revivras. Et c'est une mécanique qui est imparable. Tu vois, c'est un truc à la con, mais je te dis, ne pense pas à un éléphant rose, boum, t'as un éléphant rose qui arrive en tête. Parce que le cerveau, en fait, il pense en images. Donc quand tu dis je veux pas ci, je veux pas ça, comme moi je me disais, et je l'ai compris justement il y a 1 an et demi, 2 ans, quand tu es dans une dynamique de dire je veux pas me planter,
Ouais, mais ça... C'est pas du tout la même dynamique que je veux réussir. ouais, c'est clair. Et tu vois, des fois, j'échange avec des entrepreneurs, ils me disent, ouais, si, fondamentalement, c'est la même chose, parce que tu te plantes pas ou que tu réussisses, t'arrives au même point. Je fais pas du tout. En fait, c'est soit tu veux éviter le mur, soit tu veux aller dedans. Et quand tu dis, je veux pas me planter, ce que le cerveau comprend, c'est, OK, le mur est là, et on va tout faire pour rentrer dedans. Et ça fait très mal. Ouais, c'est vrai, non, là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Effectivement, l'inconscient nous évite de refaire les mêmes erreurs, mais par contre, il a tendance à nous faciliter le quotidien en mettant ça derrière. Et effectivement, souvent, c'est lissé par ces 3 pics. Tu commences une aventure, tu es excité. Souvent, c'est dur au milieu, mais tu l'interprètes de façon positive parce que tu es allé chercher cette difficulté. Et à la fin, tu es soulagé. Et puis, tout le négatif au milieu des galères, hop, t'oublies. Enfin, c'est effacé. Mais tu as quand même une pièce où l'inconscient, il a dit, attends, ton duvet, il n'était pas assez chaud. Si tu repars en montagne, mon gars, on va faire un tour dans la pièce pour que tu te souviennes un petit peu des conneries que tu as fait, tu vois. Ouais, parce qu'un duvet pas assez chaud sur le Kilimandjaro, ça fait chier. Voilà, ça fait partie des choses, tu vois, en reparlant. Là, il est en train d'ouvrir la pièce en disant, rappelle-toi, comme tu te caillais les miches la nuit, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, il a cette double sécu. Il te facilite le quotidien. Il me rappelle pas tous les jours, mec, t'as eu froid au Kili, c'est l'enfer ta vie. Par contre, si je repars dans un simili, il va probablement me faire bien faire un tour avant. Et donc, effectivement, ce que j'ai traversé cet été, c'est l'enfer. C'est une boîte, c'est l'enfer. Mais je sais que quand j'ai dû prendre ma décision de remonter une aventure, j'ai dû retourner dans cette pièce en me disant, est-ce que je suis prêt à revivre ça? Et la réponse est oui. Parce que sinon, je ne le ferais pas. Parce que je sais qu'il y a une proba de le revivre. Mais par contre, ce que je voulais dire, effectivement, c'est que c'est pas quelque chose où tous les matins, je me dis, putain, mec, j'ai vécu l'enfer, ça va pas et tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Sinon, t'aurais pas avancé. Voilà. Et donc, c'est un peu des trophées, entre guillemets. En fait, il faut aimer jouer. Et tout ce que tu traverses de bien ou de mauvais, c'est des trophées, c'est des points. Tu vois, moi, je rêve d'un truc un jour qui capitalise toutes mes expériences positives ou négatives et qui me construit un avatar. Ok, tu sais faire ça, tu as réussi, tu as passé ça. Parce qu'on vit énormément de choses, beaucoup très difficiles, mais tout ça, c'est capitalisé quelque part dans ton inconscient essentiellement. Et en fait, globalement, c'est un ensemble de pins que tu as sur étagère qui te dit, ok, bah, gérer une boîte dans une situation extrême, ok, tu l'as. Par contre, il y en a, ils en ont encore un plus dur. Parce qu'il y en a, pas de chance, au même moment, leur famille est morte dans un crash d'avion. Tu vois, il y a toujours pire et il y a toujours un peu mieux. Et du coup, à chaque fois que tu prends une décision, c'est quand même bien de regarder ton étagère en te disant, ok, c'est quoi? Est-ce que je suis prêt à revivre certaines choses? Est-ce que je sais faire ou est-ce que... Donc, non, je suis très d'accord avec toi entre les 3 pics qui effacent, mais aussi le double rôle de l'inconscient et le fait que tant que tu ne l'as pas accepté, c'est très compliqué d'avancer et tu vis après dans le déni, quoi. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que ce rôle de l'inconscient a la capacité de mettre les choses derrière. Et en fait, tu vois, moi, l'image qui me vient, c'est exactement ça. C'est que dès que tu as un truc en fait un peu traumatisant qui te challenge émotionnellement, bah, en fait, tu as un sac sur l'épaule, tu le prends, ton inconscient va mettre cette chose difficile dedans, le refermer, et le foutre sur son épaule. Tu vas continuer à avancer, c'est sûr et certain. Néanmoins, tant que tu n'as pas résolu tout ce qu'il y a dans ton sac, qui est sur ton épaule, le sac, il s'alourdit. Et tu le vois pas au quotidien, parce que toi, tu es dirigé là-dessus. Par contre, derrière, le sac, il est toujours là. Ouais, les problèmes, les trucs non résolus sont toujours là. Et ça te ralentit, ça pèse lourd. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on n'a pas conscience qu'en fait, ce sac, on a le choix de pouvoir le poser. On a le choix de pouvoir le poser. Et de se dire, je ne veux plus continuer devant, je veux plus continuer à avancer avec ce poids sur les épaules. Et c'est pour ça que l'inconscient te rouvre la porte régulièrement, te demande de rouvrir ce sac pour aller y faire un tour de temps en temps pour dire, là, moi je pense qu'à ce moment-là, tu es capable de processer ce souvenir, tu es capable de processer cette émotion. Ça veut pas dire qu'on le fait. Ça veut pas dire qu'on le fait. Des fois, il faut l'aide d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un thérapeute. Il faut parler à un ami, à quelqu'un de sa famille. Mais ça dépend de la gravité. Mais on a plusieurs fois dans notre vie cette opportunité de régler nos problèmes. Après, on peut faire le choix de le faire directement. Et par contre, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on en revient à cette notion de,
Si on se dit, mais ce mec, hier, c'était personne. Et là, en 6 mois, il a explosé et il réussit tout. C'est un succès du jour au lendemain, quoi. Les overnight success, là. Mais en fait, pas du tout, parce que toute l'expérience que toi, par exemple, François, tu as acquis dans ces moments hyper positifs, hyper négatifs, hyper positifs, hyper négatifs, comme tu disais, c'est les montagnes russes, l'entrepreneuriat. Mais ça te construit. C'est du savoir. Ouais. C'est du savoir conscient et inconscient. Et c'est des choses, effectivement, que tu ne reproduiras pas dans ta prochaine boîte. Mais il y a certaines erreurs que peut-être tu reproduiras. Ça veut dire que dans ton sac, c'était pas encore réglé. Ça veut dire que tu n'avais pas encore totalement tiré la leçon de comment est-ce que tu en étais arrivé là. Mais ce sera pas tout. Et peut-être qu'il y aura rien qui se représentera. On sait jamais. Mais en fait, tu vois, ces trucs du jour au lendemain, là, de succès du jour au lendemain, c'est des belles conneries. Parce qu'en fait, hier, j'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. Et demain, je serai pas la même personne qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a cette accumulation de connaissances, d'expériences qui se fait du jour au lendemain. Et on est toujours, chaque jour, les uns après les autres, une personne un peu différente. Et moi, comme j'aime bien dire, l'entrepreneuriat, c'est un véhicule de développement personnel qui est mais inégalable. Parce que tu fais face à des journées de merde comme personne n'en a jamais vu. Tu fais face à tes pires démons, mais tu fais aussi face à tes meilleures facettes. Et tu apprends à jouer avec ça. Et tu vois, c'est la deuxième chose que je trouve hyper importante, c'est cette notion de jeu dont tu parles. On a tendance à rendre les choses beaucoup trop sérieuses. Tu vois, à se dire là, c'est sérieux. Et en fait, j'en reviens au mot, quand tu commences à dire que les choses sont sérieuses, elles deviennent lourdes. Et si tu prends la vie un peu plus, on va dire 5% plus comme un jeu et 5% moins comme quelque chose de sérieux, c'est un peu plus fun. Ça dépend. Alors, dans le fond, grave, mais c'est plus facile à faire quand tu es seul. Parce que tu vois, si tu tiens ce discours, et je suis d'accord dans le fond, à un mec qui galère et qui a 10 employés qui doit payer dans 30 jours, tu vois, le jeu, c'est un jeu dans l'absolu. C'est en maths que tu mets les trucs absolus, c'est un jeu. Est-ce que j'ai 30 jours pour trouver de l'argent trop drôle? Mais il y a un tel pathos humain. Il suffit que dans tes 10 salariés, tu en as qui aient des jeunes enfants qui n'ont pas d'épargne parce qu'ils sont au SMIC et qu'en fait, ils vont peut-être pas payer leur loyer pour le peu qu'ils aient de l'arriéré parce que ça fait 3 mois que tu les payes pas et qu'ils vont se faire expulser. Tu vois, c'est un jeu qui est dur à jouer parfois. Ah ouais, c'est un jeu qui est dur à jouer et qui est pas marrant. Voilà. Donc en fait, c'est là où la notion de jeu, elle est compliquée parce que c'est pas vraiment un jeu qui est que positif. Et il faut accepter que ce jeu, parfois, tu dois le jouer. Tu sais, c'est un peu le truc The Game, un vieux film. Tu dois jouer un jeu qu'on t'a imposé. Et parfois, il n'est pas fun du tout, ce jeu. Mais tu dois le garder comme, en fait, une succession d'épreuves qui, normalement, n'engendrent pas la mort. Et oui, peut-être que ces personnes vont se faire expulser parce que tu as merdé. Tu as déclaré trop tard la faillite de ta boîte, etc. Mais peut-être que cette épreuve, elle est très dure. Mais peut-être qu'en fait, l'épreuve, c'est que toi, tu peux les aider je sais pas, en trouvant des amis qui peuvent les héberger ou, tu vois, les épreuves, elles sont dures. Et c'est comme tu dis, c'est là où l'entrepreneuriat te fait avancer très vite, très fort. Alors, il faut être capable de les emmagasiner. Il faut être capable de se dire que normalement, c'est un jeu, mais parfois, ça entraîne quand même des choses assez graves et assez engagées. Mais plus tu es seul, plus du coup ce jeu aujourd'hui, tu vois, moi dans mon cas, effectivement, je le vois vraiment comme un jeu, c'est assez léger, parce qu'en fait, il n'y a pas de conséquences si ce n'est pour moi-même. Et dès que tu rajoutes dans ton sac, en fait, la charge, la responsabilité des autres, c'est là où je trouve que ça devient vraiment de plus en plus difficile. Et c'est là où des gens qui ont 500, 1000 employés, tu te dis, mais tu vois, l'impact humain qu'il a potentiellement avec ses décisions sur tant de gens, il est assez vénère. Et c'est là où tu commences à avoir des mécaniques. Souvent, tu les as chez des entrepreneurs qui ont 5, 10, 15 employés et qui commencent à ressentir ça dans les premières difficultés. Parce qu'en fait, tous les gens, ce qu'il faut savoir, et je l'ai vécu, les gens te reversent leur charge émotionnelle. C'est-à-dire que la réaction normale, ton boss, il te dit « Désolé, je ne sais pas si je ne vais pas te payer avec un mois de retard. »
toi, tu vas pas lui demander comment je peux t'aider. Toi, tu vas lui dire comment ça se fait, comment je vais faire, moi. Et c'est normal, t'es l'employé, c'est pas toi qui dois forcément apporter les réponses. Mais du coup, démultiplie ça par 500 personnes, ton board d'un investisseur, tes fournisseurs et tes clients. Et en fait, tu as un mec tout seul qui emmagasine 1000 charges émotionnelles. Ouais. Et donc, c'est là où le jeu il est tricky. C'est que dans la difficulté, tu as d'autres joueurs qui deviennent globalement pas trop t'aider. C'est très rare les gens où tu dis désolé, je vais pas pouvoir payer et qui te répondent t'inquiète, je gère, je comprends, comment je peux t'aider? C'est très bizarre comme réaction. Ouais, je comprends. Et tu vois, il y a un consultant que j'aime beaucoup qui s'appelle Alex Charfen, qui a sorti un petit bouquin que je te recommande de lire d'ailleurs, qui est très très cool. C'est un petit bouquin, il doit faire 80 ou 100 pages, qui s'appelle Entrepreneur Personality Type, EPT. Okay. Et en fait, lui, il bosse avec des entrepreneurs depuis 30 ans. Et aujourd'hui, lui, il aide à scaler des boîtes souvent de 6 à 8 chiffres. Et passer de 6 à 7 et de 7 à 8. Il est aux US. Et c'est très intéressant ce bouquin parce qu'en fait, il parle vraiment de se dire que les entrepreneurs ont un type de personnalité à part. Et c'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent on se dit tous ceux qui ont cette mentalité entrepreneuriale sont entrepreneurs, ce qui est absolument pas vrai. Moi, j'en ai rencontré dans des écosystèmes de grosses boîtes et tout qui ont cet aspect entrepreneurial, qui vont développer des projets, qui sont vraiment dans ce truc. En fait, mon business, c'est ma carrière. Et ça, je trouve ça hyper sain. C'est très très rare dans le monde dans le monde salarial de rencontrer des personnes comme ça, mais qui disent ma carrière, c'est un business. Je le gère comme un business. Je me vois pas comme un salarié, machin. Je suis acteur de tout ça. Toutes les décisions que je prends, tout ce que je mets en place, ma croissance personnelle, ma croissance professionnelle, c'est ma responsabilité. Et tu vois, ce genre de personnes, c'est ceux qui vont avoir ce genre de réaction de dire, ok, c'est bon, t'inquiète, je gère. Comment est-ce que je peux t'aider? Mais il y en a très très peu. Et en fait, c'est des personnes qui ont plus cette personnalité entrepreneuriale. De se dire, ok, on est dans le même bateau, on avance, on co-construit. Mais il y en a très peu. C'est ça. Et ça veut pas dire que ces personnes sont mieux que d'autres. Effectivement, tu vois, c'est toute une question de valeur. Est-ce que tu valorises ton sentiment de liberté avant tes revenus financiers? Ou est-ce que tu valorises ta sécurité financière avant la prise de risque? Et c'est ce qui sépare en fait les entrepreneurs des salariés. Et une nouvelle fois, je mets vraiment les choses en perspective. Il n'y a pas de situation mieux que l'autre. C'est juste que l'entrepreneur, lui, il est prêt à prendre plus de risques, fondamentalement parce qu'il est câblé comme ça, et que ça le fait vibrer, et qu'il sait qu'il y a de la galère et machin, mais au détriment souvent de sa situation financière et psychologique, que le salarié qui, lui, est pas prêt à faire ça. Et c'est très bien. C'est très bien. Parce que, tu vois, il y a un truc que tu as dit très tôt dans l'épisode, que je partage à 100%, mais que j'ai pas tout de suite cru. En fait, si. Au début, très vite, je me suis dit, il n'y a pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, si, en fait, c'est qu'une question de volonté. Puis dernièrement, je me suis vraiment rendu compte que, enfin, moi, j'en suis arrivé à mon constat personnel, c'est propre à chacun, mais je te rejoins là-dessus que non, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment être câblé d'une certaine manière, parce que c'est hard, parce qu'il faut quelque part aimer la galère et aimer ça. C'est difficile à intégrer. Hein. Ah ouais, mais aimer se sentir challengé et acculé dans tous les sens, même si c'est détestable. Mais en fait, d'arriver à capitaliser là-dessus, à dire je suis capable de sortir de ça. Et c'est pas fait pour tout le monde, effectivement. Non, tu mets le doigt sur un truc qui est vrai. Tu vois, moi, mes potes, ils rigolent en me disant, mec, t'es un trimard. T'es un putain de galérien. Au pire de ma galère cet été, j'ai pris une semaine de vacances. Tu sais ce que je suis allé faire? Je suis allé descendre une partie de la Loire en kayak. Donc, tu vois, non seulement je rame dans ma vie pro et je rame dans ma vie perso. Et tu vois, c'est une galère. C'est une belle métaphore. Ouais, voilà. Mais en fait, parce que j'aime foncièrement ça. Et c'est pour ça aussi que j'y retourne. Et c'est, tu vois, on parlait d'inconscient. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un, et on s'est vu 2 fois, machin. Et elle me disait, mais putain, mais
t'es foncièrement heureux comme type. Et tu vois, pourtant, j'ai pas de revenus stables, j'ai pas machin, mais parce que j'ai accepté qui je suis, j'ai accepté d'aimer la galère, j'ai accepté plein de choses. Alors oui, mon inconscient me rouvre la pièce avec mes trophées les plus obscurs de temps à autre, mais mon opinion diverge légèrement de ce que tu dis, c'est que je ne suis pas sûr qu'il me la réouvre parce que je dois processer les choses. Mais il me réouvre en disant, OK, tu as appris ça, 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 ne refais pas les mêmes erreurs. Alors, je ne sais pas si on est d'accord ou pas, mais il y a un côté, parfois, c'est plus... Tu vois, il pèse pas dans mon sac, mais il me prévient, tu vois, il me protège de ne pas refaire les mêmes erreurs, justement. Tu vois, Ouais, alors, c'est un point effectivement, différent ouais, mais parce qu'il y a vraiment une nuance. Il y a une nuance. Il y a une différence entre les trucs galères que tu as traversés, mais que tu as processés. Ça veut pas dire qu'ils disparaissent. Ça veut dire qu'ils sont plus vécus comme une charge. Ils sont transformés en expérience. Après, tu vois, je parle de choses un peu traumatisantes ou justement que tu n'as pas processé, ou que tu as refoulé, ou que tu as supprimé. Et ça, on en a tous. On en a tous. On n'en a pas conscience et ils reviennent pas tout le temps sur le devant de la scène. Mais il y a une différence entre l'expérience et le traumatique. C'est ça. Et je pense, pour simplifier, parce que ça peut être un peu complexe, si tu n'as pas de learnings d'une expérience douloureuse, c'est que tu ne l'as pas processée. C'est que tu l'as supprimé, tu l'as mise de côté et un jour ça te retombera dessus parce que tu n'en as pas tiré les conséquences. Exactement. Donc, tu vois, pour faire simple à quelqu'un qui nous écoute, si tu as vécu quelque chose de difficile, mais que tu n'en as pas de learning, c'est que tu es condamné probablement à la ressasser. Ouais. Et tu vois, je vais même aller dans cette histoire de... Parce que j'ai une personne de ma famille qui est comme ça. Et sa fille est pareil. C'est de tout le temps en tirer des galériens dans leur vie. Tu vois, ce genre de femmes qui se disent tout le temps, mais pourquoi j'attire toujours le même mec alcoolo, qui crée des problèmes, qui sont pas stables, qui foutent la merde, machin. Et on en connaît tous des nanas comme ça. Et pareil pour des mecs, t'as toujours des mecs qui attirent le même type de personnes. Et en fait, c'est pas le karma, c'est pas ce genre de truc, c'est simplement que tu n'as pas tiré les conclusions de la précédente relation. Et l'univers, le cosmos, Dieu, l'intention, on peut appeler ça comme tu veux, la vie en général te représentera le même genre d'épreuve tant que tu n'auras pas compris. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et alors, c'est pas tout à fait pareil, mais en fait, c'est comment tu vois les choses aussi, tu vois. Là, l'exemple que tu me donnes, c'est pourquoi, en gros, moi, j'ai rien fait et on me met un homme alcoolique dans les pattes. Ouais, mais en fait, si tu as justement fait ce choix de l'accepter, tu vois, c'est comme la personne qui dit putain, je loupe toujours le métro. Mais en fait, si tu regardes les stats mathématiques, 99% du temps, tu l'as ton métro. C'est juste que tu ne gardes en tête que ce que tu loupes. Pourquoi ? Parce que tu es condamné à apprendre de pourquoi tu le loupes. Bah, peut-être parce que tu pars en général tout le temps trop tard. Et donc, pareil, ok, pourquoi je ne sors qu'avec des gens border ? Ouais, mais tu vois pas aussi les gens bien qui sont dans ton entourage. Peut-être tu sors pas avec eux. Mais du coup, tant que tu vas continuer à te dire que c'est de la faute de l'autre truc, un homme ou le métro, bah, probablement que tu vas refaire la même erreur tout le temps. Ouais, tu vois, neurologiquement, c'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. C'est en fait un peu le spotlight de notre cerveau. Tu imagines une grande salle de théâtre, tu as la scène, et tu vois, tu as le projecteur qui illumine une partie de la scène. Bah, notre système d'activation réticulaire, en fait, c'est ça. C'est ce sur quoi notre cerveau va prêter attention, va porter son attention. Alors que quand tu regardes de manière un peu plus large, à côté de ce que le projecteur illumine, il y a autre chose. Souvent, il y a un autre décor, il y a des protagonistes. Quand tu vas derrière le décor, il y a d'autres protagonistes, il y a le backstage, il y a plein de trucs. Et quand tu regardes du côté du projecteur, en dessous, il y a tous les spectateurs, il y a les rideaux, il y en a en haut, il y en a en bas. Et en fait, notre système d'activation réticulaire, c'est vraiment notre projecteur mental. Il est focalisé sur les choses sur lesquelles il prête de l'importance. Et quand tu es toujours focalisé sur cette question, mais pourquoi j'attire toujours les mêmes mecs, ou pourquoi est-ce que je loupe toujours mon métro, en fait, c'est simplement que ton cerveau, il est focalisé là-dessus. Et après, tu as plein de choses qui se mettent en branle, notamment le biais de confirmation. Ou comme tu dis, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi, tu vas avoir ton métro, le mercredi, tu l'auras foiré, et dans ta tête, ça va dire, c'est toujours pareil. Parce que le cerveau, en fait,
les recherches montrent que c'est assez débattu. Il y en a qui disent, certains chercheurs qui disent qu'on capte 2 millions d'informations, de bits d'informations par seconde. Il y en a qui sont montés jusqu'à 11 millions. Dans tous les cas, voilà, faut juste comprendre qu'on a un chiffre colossal d'informations sensorielles qui arrivent donc par tous nos sens à chaque seconde. Et notre cerveau, en fait, il a que 3 manières de les processer. C'est tellement énorme que soit il va les supprimer, purement et simplement. Par exemple, là, tu vois, si je te dis, c'est quoi la température de ton pied gauche? Ouais, tu sais pas. Là, tu portes ton attention sur ton pied gauche, tu dis, ah bah tiens, j'ai peut-être froid au pied ou j'ai peut-être chaud au pied. Mais jusque-là, en fait, ton cerveau l'avait supprimé. Après, il peut la distordre parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas forcément bien compris et il veut le faire rentrer dans une case, donc il va distordre l'information. Mais il y a un troisième mode, c'est la généralisation. C'est on va généraliser les choses, les automatiser pour que ce soit plus simple à processer. Donc pourquoi est-ce que j'ai toujours ce genre de personnes à problème qui arrivent dans ma vie? Pourquoi est-ce que je loupe toujours le métro? Pourquoi est-ce que cette personne, elle interagit toujours de la même manière avec moi? Bah, c'est pas vrai, c'est simplement que tu es focalisé sur quelque chose que t'aimes pas, quelque chose qui t'embête, et tu as tendance à le généraliser, sauf que la majeure partie du temps, ça ne se produit pas. Bah, c'est en fait exactement, et on n'aime pas avoir tort. Donc on cherche à avoir raison. Et donc c'est plus facile de se dire putain, je loupe toujours mon métro parce que tu pars du postulat que tu le loupes toujours, que de dire tiens, c'est bizarre, aujourd'hui je l'ai loupé, c'est rare. Personne te dira tiens, c'est rare, je loupe mon métro. C'est une phrase trop chelou. Et en fait, si tu discutes avec des gens, bah ouais, non, mais tu vois, mais parce qu'en fait, t'aimes pas aller en contradiction avec des croyances. Et dans les gens qui aiment en général les théories du complot, tu vas retrouver beaucoup ce comportement d'aller faire des spotlights hyper fins pour aller chercher à se donner raison en omettant tout le reste à côté, tu vois. Là, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est en fait, tu vas aller chercher des informations qui confirment tes théories. Exactement. Et donc, du coup, tu continues là-dedans sans jamais sortir. Mais je sais pas si faudrait regarder comment tu peux te créer potentiellement un trigger pour te dire attention, tu es en biais de confirmation. Tu vois, ça peut être intéressant. Parce que des fois, c'est pas grave, mais ça peut être intéressant de se dire putain, ok, tu sais, comme si tu essayes les rêves lucides où tu te donnes des trucs avec les doigts là, il y a peut-être un truc de biais de confirmation pour dire ok, là, gros, t'es en train de mongoliser là. Ouais, mais en fait, ça apprendre à prendre du recul par rapport à soi-même. Et ça, en fait, c'est juste une habitude. C'est apprendre à s'observer. Ça paraît simple et ça l'est. Ça l'est, hein, c'est extrêmement simple. Par contre, c'est pas facile à mettre en place. Tu vois, il y a toujours cette distinction que j'aime bien faire entre le simple et le facile. C'est simple parce que c'est simple à intellectualiser. Ça veut dire que des fois, il faut que tu apprennes à prendre du recul sur toi-même, à t'observer un peu comme une personne tierce. C'est pas facile parce qu'il faut quand même mettre en place des systèmes. Mais au final, tu peux très vite arriver à te spotter. Quand tu, en fait, arrives à découvrir tes angles morts, que tu apprends à les voir, tu te rends compte que des fois, tu es en train de te raconter ce que j'appelle moi des histoires fantômes. Tu vois, où tu es à cette table du café, où tu as, je sais pas, un rituel avec un pote, tous les lundis matins à 9h, vous allez boire un café avant d'aller bosser. Et il a cette habitude d'arriver en retard. Pas tout le temps. Mais dans ta tête, tu dis, il a 5 minutes de retard. Bon, allez, c'est comme d'hab, il a un peu de retard, il va arriver. 10 minutes, il est toujours pas là. Tu fais putain, 9h10, il me prend pour un con. Il croit que j'ai que ça à faire. 9h15, tu commences à dire, attends, mais c'est pas possible. De toute façon, c'est toujours pareil. Ce mec, il me respecte pas. Il me saoule, il est tout le temps en retard. Mais c'est pas vrai. Il a aucun respect pour moi-même. En fait, t'es en train de partir dans des bullshit à fond. Peut-être qu'il s'est tapé le pied en sortant de chez lui et qu'il s'est explosé l'orteil. Peut-être qu'il y a eu une bombe dans le métro. Peut-être que s'il est en vélo, il a crevé. Et en fait, c'est ce que j'appelle des histoires fantômes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu arrives à prendre ce recul sur toi-même, eh ben, moi, je me raconte souvent des histoires fantômes, comme toute personne. C'est quand tu es en train de partir dans tes pensées. Ouais. Mais maintenant, ça dure 20 secondes. Au bout de 20 secondes, je me mets un stop, je me dis, ouais, non, allez, arrête, c'est pas la réalité. La réalité, tu la connais pas, t'es pas devin, t'es pas omniscient, tu ne sais pas ce qui se passe, tu peux pas penser à travers à la place des autres. Ce que t'as qu'à faire, commande un café, tu le bois, et il prendra le truc en chemin. Et quand il viendra, bah, tu prendras un verre d'eau, c'est pas grave. Ou si vraiment ça te saoule, tu annules. Si c'est vrai, effectivement, que tous les lundis, il est tout le temps en retard, tu arrêtes. Arrête de t'infliger cette flagellation mentale. Et en fait, effectivement, tu peux te mettre en place des espèces de triggers. Et souvent, c'est juste de se poser la question, des fois, c'est moi ou est-ce que je suis en train de partir dans une espèce de trip?
Ouais, c'est ça. Et 9 fois sur En 10, fait, et 9 fois sur 10, tu pars dans des tripes, en fait. bah oui, parce qu'on est égocentrique, on se prend toujours pour le nombril, et donc du coup, on pense que par rapport à notre scope. Et si tu te mets en place ce trigger de dire c'est moi ou, c'est-à-dire que tu te forces à penser à un scénario alternatif où tu n'es pas le centre du monde et où potentiellement ton interlocuteur est en retard parce qu'il s'est pété le pied. Ouais. Mais du coup, il faut arriver à se dire c'est moi ou. Ouais. Mais en fait, tu vois, moi, le trigger, c'est l'émotion. Dès que je commence à ressentir un truc où je sens que je suis en train de me mettre en pression, de monter en tension, l'émotion est pas encore là. Elle n'a pas fait surface. Il y a toujours différentes phases. Lorsqu'une émotion crée, c'est un stimulé externe qui vient challenger quelque chose, qui vient créer quelque chose en toi. Souvent, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et tu sens cette émotion qui arrive. Elle n'est pas encore là. T'es pas encore énervé, t'es pas encore frustré, t'es pas encore saoulé, mais tu sens qu'il y a un truc qui monte. Et en fait, plus tu prends contact avec ton émotion, plus tu arrives à la détecter tôt. Ces premiers signaux, ce premier feeling, ce premier sentiment en fait qui commence à arriver avant l'émotion. Et dès que je commence à partir comme ça et que je sens qu'il y a une émotion qui me gave, clairement, ce qu'on va appeler une émotion négative, même si on n'a pas vraiment, c'est juste des signaux, je me dis c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en moi et en fait là, tu crées un pattern interrupt en fait, tu crées un schéma de rupture. Ouais, c'est ça. En disant ah tiens pourquoi est-ce que je ressens ça, sans partir en mode psychanalyse thérapie, tiens pourquoi, quel est le message caché derrière mon émotion machin. Je m'en fous, je me pose jamais cette question. Par contre je me dis tiens c'est intéressant, pourquoi est-ce que je suis en train de ressentir ça. Est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose de concret ou est-ce que c'est juste moi qui suis une énième fois en train de me raconter des grosses conneries. Ouais, Et en fait 9 fois sur 10 tu dis ah non c'est juste moi en fait. Bon ouais, bah respire un grand coup, chill et ça va bien se passer. On peut lutter contre la réalité, mais on va juste perdre 100% du temps. Donc des fois, le plus simple, c'est juste de respirer, de sortir de sa tête et de faire avec la réalité comme elle est, quoi. Et c'est tout. Elle est pas bien, elle est pas mauvaise, elle est neutre. Tout ce qui se passe, en fait, c'est dans ta tête, quoi. Ouais, après, bon, encore une fois, il y a des gravités qui font que c'est quand même. Ça peut ne pas être bien quand même, tu vois. Mais globalement, c'est cette courbe, tu sais, où tant que tu n'as pas accepté quelque chose, tu ne peux pas bosser. Parce que tu ne reconnais pas la réalité du truc, donc tu ne peux pas bosser sur quelque chose qui n'existe pas. Mais du coup, effectivement, je ne suis pas sûr que la réalité soit si neutre que ça quand même. Pourquoi ? Bah, je trouve que tu vois, tu rentres chez toi et t'apprends que quelqu'un que t'aimes a un cancer. Tu vois, c'est une réalité qui est neutre dans son fait, mais qui t'amène une charge émotionnelle qui peut pas être neutre. Ah, mais justement, c'est ça qui est intéressant. La réalité est neutre. L'univers s'en fout que je vais être très cash. Je suis avec ta mère a un cancer, ton père a un cancer, ton frère a un cancer. Est-ce que c'est juste ? Je sais pas. La charge émotionnelle, elle est horrible parce que toi, tu es attaché à cette Voilà, personne. Mais c'est une chose différente. c'est ça. La réalité, c'est que Bah, la personne a un cancer, que tu sois triste ou que tu sois heureux, que ça te fasse mal ou pas. ouais, mais ça, c'est plutôt une réalité qui est sur laquelle tu ne peux agir. Et effectivement, il faut accepter que la réalité, beaucoup de choses, tu peux pas agir. Et donc, c'est très reposant de te dire ça. Parce que du coup, tu arrêtes de te battre en te disant je vais empêcher que ça arrive. Elle est. Tu vois, pour moi, neutre signifie que c'est quelque chose qui n'a pas de. Je sais pas. Moi, je trouve que la réalité est foncièrement injuste, tu vois. Mm-hmm. Il y a des trucs, tu vois, on connaît des gens, franchement, c'est. Pourquoi il leur arrive ça, tu vois? C'est trop injuste. Donc, je trouve pas que la réalité soit neutre, ou alors elle est neutre par rapport à un jeu à somme nulle qui est l'univers, mais à l'échelle de ton écosystème, je la trouve foncièrement injuste. Et effectivement, c'est ta perception de ton microcosme qui est injuste. Et je comprends, tu vois, moi j'ai un de mes meilleurs potes, il a eu un cancer à 23 ans. Heureusement, il n'en est pas mort. Mais sur le coup, tu vois, c'est quelqu'un qui faisait énormément de sport, qui mangeait bio, qui vivait à la montagne, dans un super cadre et tout. Et effectivement, tu te dis, pourquoi celui qui a 80 berges, qui a fumé et picolé comme un âne toute sa vie, lui n'a jamais rien eu? Mais en fait, si tu te mets à raisonner comme ça, c'est le début de ces histoires de dire mais la vie est injuste, c'est horrible, machin. Je dis pas, tu vois, que il y a une bonne manière et une mauvaise manière de réfléchir.
Mais effectivement, quand tu acceptes la réalité telle qu'elle est, et acceptes que tu n'as pas le contrôle sur ce qui se passe et que la réalité, c'est juste ni plus ni moins que la réalité, les choses sont beaucoup plus légères. Parce qu'après, par contre, toi, tu peux prendre la responsabilité et 100% de la responsabilité de ce qui t'arrive intérieurement. De dire qu'est-ce que je veux ressentir, comment est-ce que je veux le ressentir. Et une nouvelle fois, tu vois, on n'est pas dans ce truc de se dire non, je veux pas ressentir la tristesse, je veux pas ressentir la peur, je veux pas ressentir la frustration parce que c'est des émotions qui font chier. Non, il faut les ressentir. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience. Après, on en revient à ce que je disais, il y a une différence entre la douleur et la souffrance. Oui, bien sûr, mais tu vois, pour moi, c'est plus. Enfin, je vois pas comment aujourd'hui tu peux accepter que la vie soit autre chose qu'injuste. Tu vois, dans l'exemple que tu prends, c'est injuste. Et l'idée, c'est pas de prendre la responsabilité de cette injustice, mais juste d'accepter qu'elle est injuste. Parce qu'en fait, elle l'est foncièrement. Pourquoi lui et pas l'autre? Et en fait, si tu cherches des réponses, c'est que du coup, tu cherches à comprendre pourquoi la vie serait potentiellement juste. Et en fait, elle l'est pas. Et pourquoi ce mec, il se fait renverser et pourquoi pas l'enculer à côté? Donc, aujourd'hui, tu vois, moi, ça m'apaise énormément. Un, de me dire que je suis pas responsable de tout. Et deux, que la vie est injuste. Et donc, à partir du moment où elle est injuste, en fait, tu joues dans un jeu, on reprend notre jeu, qui a une inconnue, un peu mesquine, mais qui te rappelle à chaque instant qu'en fait, c'est pas parce que tu fais des choses bien ou mal que les conséquences futures seront bien ou mal. Tu es dans un environnement instable, injuste, et il n'y a pas vraiment de règles. Faut juste optimiser avec les éléments que tu as. Effectivement, si tu traverses la route les yeux bandés tout le temps, probablement qu'elle va être de plus en plus juste avec toi, la vie. Mais parfois, pas de chance, tu vois, ça sert à rien de te faire du moron toute ta vie. Est-ce que tu vas mourir en avion? Bah, un jour, peut-être, ça te tombera dessus, j'espère pas, mais tu vois, pas de chance, c'est tombé là. Ouais, tu vois, j'ai un de mes, tu vois, l'image de l'avion, elle est bien parce que c'est vraiment cette idée de lâcher prise. Et tu vois, j'ai un de mes meilleurs amis qui stresse en avion. Et une fois, il me disait, mais moi, en fait, quand je suis en avion, je stresse énormément. Je dis, bah, prends pas l'avion. C'est pas plus compliqué que ça. Il me dit, bah ouais, mais bon, j'ai quand même envie d'aller voyager en Asie, d'aller aux États-Unis, de machin, de bouger. Et pour ça, bah, je suis obligé de prendre l'avion. Je dis, non, il y a le bateau. Ah ouais, mais ça prend vachement de temps. Je dis, oui, donc dans ce cas-là, tu sais que t'es obligé de prendre l'avion. Il fait, oui, mais j'ai extrêmement peur. Je dis, bah, en fait, si dans ta tête, t'es prêt à prendre l'avion, juste autant déstresse. De te dire, j'ai fait le choix de poser mon cul dans cet avion avec tout ce que ça peut impliquer. Et moi, justement, je lui dis, mais moi, ça me fait pas stresser parce que je sais que maintenant que j'ai fait ce choix conscient d'aller dans un avion, ouais, voilà. bah, si je dois mourir, je mourrai. Et c'est triste, c'est injuste, mais en fait, c'est comme ça. J'ai fait le choix. Et à se rappeler que t'as peur de prendre l'avion 2 fois par an, mais que tu prends la bagnole 4 fois par jour, et que quand tu roules à 70, 120, 130 km/h, tu te craches. Hein. Voilà, donc c'est hyper apaisant de se dire qu'on n'a pas la responsabilité de tout et que globalement, notre écosystème est injuste. Et ça, une fois que tu l'as accepté, en fait, ça t'aide vachement à avancer. Et t'arrêtes de te poser le truc, pourquoi moi et pourquoi pas un autre, et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter qu'il y a un tremblement de terre dans mon village, machin. Bah ouais, pas de chance. Tu vois, c'est un truc random, ça t'est tombé dessus. Tu joues à Mario Kart, le mec il a eu un éclair, il t'a fumé. Bon bah vas-y, continue de jouer, tu vois. Donc ouais, c'est juste la petite distinction pour moi. Je suis d'accord que la réalité est neutre au sens de l'univers, mais je trouve que par rapport à un ensemble d'un collectif ou d'individus, il y a une répartition extrêmement injuste des événements. Je dis pas que c'est grave, je dis que c'est une réalité. Et que si tu l'acceptes pas, en fait, tu vas te faire des nœuds au cerveau et des histoires fantômes, comme tu dis tout le temps. Et qu'est-ce que j'ai fait pour que machin, truc. Bah ouais, bah pas de chance. Ouais, et ça peut vite te faire justement passer du côté victimisation. Tu vois, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça arrive à lui, pourquoi ci, pourquoi ça. On sait pas. Ah bah, c'est juste te dire, je ne sais pas. C'est comme ça, c'est injuste, effectivement.
Mais je Bah n'ai ouais, pas la solution. Je suis pas omniscient, je suis pas Dieu, je suis pas je sais pas quoi. Je suis pas Bouddha, Shiva ou après, machin, mais c'est le business de la religion ou des assurances. c'est bien de les mettre dans la même case. Ah bah ouais, mais c'est le même business. C'est plus tard, si tu es gentil ou machin, tu auras une récompense. Et dans les deux cas, c'est la même chose. Tu achètes en fait le fait que ça se passera bien plus tard. Ouais. Ça, tu vois, c'est un truc, c'est marrant. J'ai toujours détesté cette idée de te dire si tu te comportes bien, tu iras au paradis, si tu te comportes mal, tu iras en enfer. Et en fait, quand tu prends du recul par rapport à ça, tu te dis mais si tu vis dans la peur et la condition de toute ta vie, l'enfer, il est déjà là. Ah bah bien sûr, mais si tu veux, ça demande une réflexion intellectuelle beaucoup trop poussée. C'est tellement plus En fait, les gens aiment pas l'inconnu. Tu vois, on parlait d'angoisse. Tu vois, moi, je sais, par exemple, que les eaux très profondes, tu me lâches sans côte visible dans l'océan en nageant, il y a un petit côté de moi qui est il y a des requins, ils vont venir me manger, c'est sûr. On Tu fait vois? partie de la même team, j'ai peur quand je vois pas mes pieds. Ouais, c'est un peu ça. En fait, non, quand je vois mes pieds, mais qu'ensuite, tout ce que je vois, c'est un bleu profond qui tend vers le noir en dessous. Ouais, je comprends, ça me fait ça me met dans une angoisse, un fond d'angoisse, ça je déteste. Eh ben, voilà. Donc, tu vois, des fois, je vais nager dans la mer. Donc, quand je regarde du côté côte et que je vois au loin la côte, ça va. Et quand je regarde de l'autre côté océan, je me dis, mais c'est Ça sûr, va il y a un pas. requin qui va arriver. Il n'y a pas d'autre. C'est obligé. Mais pourquoi? Parce que, en fait, à partir du moment où tu induis une zone d'ombre sur quelque chose, mécaniquement et logiquement, tu induis le fait que peut-être il y a quelque chose dans cette ombre. Et donc, si tu ne connais pas quelque chose, et donc si tu ne comprends pas quelque chose, tu en as peur. Et donc, si tu ne comprends pas pourquoi ton voisin il est frappé par la foudre, bah, soit tu acceptes que c'est injuste, donc là tu commences à comprendre un schéma, soit tu dis, bah, faut que je prie plus, c'est une épreuve, et donc, ou faut que je prenne une assurance, c'est une épreuve. Et on t'explique que c'est une épreuve, en fait, c'est pour que tu puisses encore mieux payer ton assurance ou encore plus prier pour être sûr que ça se passe mieux après, tu vois. Et donc, des fois, même un truc comme ça, on te le reverse. Donc, tout ce que tu ne comprends pas, c'est un business pour des gens. Tu vois, c'est normal. Et si tu penses même plus cyniquement, l'école, c'est un bon business. Mmh. Ah, Tu comprends effectivement, pas les maths, on te les apprend. tu vois, ce qui est intéressant, c'est que, alors effectivement, le cerveau, en fait, fondamentalement, déteste l'inconnu. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que nous, en tant qu'être humain, on déteste ça. Et qu'on, très vite dans notre vie, on pose la question pourquoi, parce qu'on a Ouais. besoin de sens, besoin de connaître. Et tu vois, je me dis, c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, tout ce qui tourne autour des neurosciences est en train d'exploser. Euh, Tout le monde essaie de neuroscientiser tout et n'importe quoi. Et parce qu'en fait, ça répond à ce besoin de se dire, jusque-là, on savait pas pourquoi on faisait ça, on savait pas pourquoi notre peau était de telle couleur, on savait pas pourquoi on réfléchissait, qu'on agissait de telle manière, on savait pas pourquoi le froid, ça faisait du bien sur nous. Et parce que les neurosciences apportent un nouvel éclairage justement à tout ça. Un peu trop à mon sens, mais ça c'est un autre débat. Mais effectivement, ça Ouais, répond à cette idée de l'inconnu. Ça répond à pourquoi, cette fameuse question. bah ouais. Et donc, du coup, tu peux agir. Si tu comprends, tu peux accepter. Si tu acceptes, tu peux agir. Mmh. Et le truc de l'eau profonde, tu vois, c'est quelque chose qui est assez rigolo parce que je pense que, je ne sais pas si la majorité des gens l'ont, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui condense beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu n'as plus de contrôle, tu es dans l'eau, il y a des bêtes terribles, et en plus, tu ne Parce vois que pas. mais parce que tu te dis qu'elles sont terribles. Parce que tu vois, moi, ça me fait mourir de rire. Là, tu vois, pour la petite histoire, dans 2 jours, là, je pars en Espagne. Ma belle famille a un appartement là-bas, on part toujours au même endroit. Et je me souviens que cet été, quand j'y étais, à un moment, je me challenge et je me dis, allez, c'est bon, Quentin, tu te sors les doigts et tu nages et tu vas jusqu'à la bouée là-bas, jusqu'au bateau. Et c'était peut-être à 100 mètres du bord. Même si c'est un endroit où la Méditerranée est pas très très profonde, tu vois, il doit peut-être y avoir 5 mètres de profondeur, mais tu vois plus le sable. Et tu vois, je me rapproche et viscéralement, j'ai envie de faire demi-tour. J'ai Ouais. envie de faire demi-tour. Mais t'as cette mentalité qui te dit, non putain, t'es pas une merde, allez, bouge ton cul et avance. Et t'avances et tu continues et j'arrive à la bouée tout fier, mais à moitié paniqué en me disant, putain, maintenant, je vais sortir les épaules et les bras et les jambes et je vais faire le crawl de ma vie jusqu'au retour. Et en fait, je vois une mamie qui passe en dos crawlé, mais qui est encore 100 mètres plus loin et qui est toute peinarde. Et c'est là où tu dis que c'est qu'une question de perception.
Parce que moi, Ouais, je me c'est ça. dis, il va y avoir une méduse, un requin, un dragon aquatique ou je sais pas quoi qui va me bouffer les jambes et ça va être terrible. Et elle est là, relax, au milieu de la baie, en train de faire son petit dos crôlé. Et tu sais qu'elle fait ça depuis 40 ans et qu'elle est là et qu'il n'y a jamais un requin qui vient lui bouffer les jambes. Ouais, mais c'est le biais de Et tout confirmation, est une tu vois. question de perception, effectivement. Parce que cette personne se dit pas qu'il y a une chose terrible qui va venir la bouffer. Et c'est pour ça que tu Bah vois, oui, j'en reviens à cette idée mais que on n'a que nos mots, au final. bah ouais, ça revient en biais de confirmation. Tu le sais qu'il y a des requins, tu le sais qu'ils peuvent te manger, c'est déjà arrivé. Tu vois, ça, c'est pas des chimères. Mais en fait, tu rapproches du coup un fait. Oui, il y a des gagnants de l'euro million, et toi? Bon, là, en l'occurrence, dans notre exemple, c'est des perdants de l'euro million. Donc, tu sais que ça peut exister, et tu couples ça avec ton exemple de l'avion. Bah ouais, mais en même temps, t'es venu le faire, ton truc, là. Tu vois, si tu prends, par exemple, les surfeurs en combi, quand ils nagent au coucher de soleil dans des zones avec requins, tu vois, tu commences un peu à charger, quoi. Et donc, mécaniquement, tu es obligé d'accepter la situation dans laquelle tu te mets. Mec, si t'as peur de te faire bouffer, te déguise pas en phoque au crépuscule dans un endroit où c'est café de requin, quoi. Donc, Ouais, c'est il clair. y a un moment, tu acceptes. Donc, tu vois, quand je nage, bah, je suis là, ok, bah, j'ai accepté, mais c'est dur. Tu vois, ton BPM, il n'est pas au rythme normal, tu vois. Et tu vois, je pense que ça peut être un bon mot de la fin, parce qu'au final, ça rejoint vachement l'entrepreneuriat. C'était dedans, et en fait, soit tu choisis d'être dedans à 100%, auquel cas tu vas faire les choses, prendre les décisions qu'il faut et vivre les choses pleinement, soit tu n'acceptes pas la réalité de l'entrepreneuriat, et là, les choses deviennent encore plus difficiles. Ouais, Parce en que tu fait, c'est essaies ça. de lutter contre quelque chose qui est beaucoup plus gros que toi, et tu essaies de contrôler des choses que tu ne peux pas foncièrement contrôler. C'est résister prend plus d'énergie qu'accepter. Et ça revient à vous dire, essayez d'aller dans une rivière et nager à contre-courant versus nager dans le courant et éviter les rochers. Le jeu, c'est ça. Et demande-toi qu'est-ce qui coûte moins d'efforts. Ouais, c'est une belle image, j'aime bien. Alors, faut bien éviter les rochers, hein. Sinon la Ouais, mais, comparaison marche ouais, pas. mais dans tous les cas, tu peux pousser le raisonnement plus loin en te disant qu'est-ce qui demande le plus d'efforts, nager à contre-courant et savoir que tu vas galérer à contre-courant pour faire quelques mètres, ou effectivement prendre la rivière dans le bon sens, éviter les rochers, t'en prendre quelques-uns et prendre de l'énergie pour te relever. Parce que c'est ce qui se passe quand tu fais les gorges de l'Ardèche ou des trucs comme ça. T'en bouffes des rochers. Tu tombes, tu te retournes, Ouais, et puis tu mais te remets à flot globalement, et tu repars. c'est ton écosystème qui te propose cette variable de risque et tu acceptes de jouer avec ça, mais toi, ton but, t'es pas maso, c'est quand même de les éviter. Tu vois. Oui, bien sûr. T'es quand même Le but, c'est pas dans un schéma de te sensé. jeter dans les flammes. Voilà, exactement. Donc, tu dois accepter que ça peut faire un peu mal, mais que ton objectif, c'est globalement, en fait, tu as le choix entre à 99%, tu vas trimer à remonter la rivière, ou à 10%, tu vas peut-être avoir un peu mal dans les rochers. Mais vu qu'il y en a un qui te propose un système simple de compréhension, parce qu'il est sûr, tu vois, je suis sûr que je vais trimer. Du coup, j'ai peut-être moins peur que de me dire peut-être je vais avoir mal. Il y a ce truc d'inconnu. Ouais, c'est accepter la réalité, accepter l'inconnu. Ouais. C'est ça. C'est cool. C'est plus facile de l'accepter que de résister au final. Ouais, je suis d'accord. Je te remercie beaucoup pour les quasiment 2 heures qu'on a passées ensemble, François. Merci beaucoup, Quentin, avec plaisir. Ils sont super cool. Très, très cool. Et puis, bah écoute, je te dis quand est-ce qu'on met ça en ligne. Je pense que ce sera courant de semaine prochaine. Ouais, pas de souci, avec plaisir. Et on aurait pu continuer sincèrement la discussion pendant un petit moment, mais j'aime pas dépasser 2 heures. Tu vois, il y en a qui adorent les podcasts de 4 heures, machin. Moi, au-dessus de 2 heures, ça fait long. Souvent, parce que je les écoute en faisant du vélo, en courir. Mais ouais, sincèrement, merci. On se connaissait pas super. On se connaissait pas super avec François avant cet épisode. On avait juste échangé rapido et au téléphone. Ouais, sur nos rivières se sont croisées à 2-3 confluents. Exactement. Et ça fait une belle rencontre. Donc merci beaucoup, François.
Bah, À très avec bientôt. plaisir. Bah, à très vite. Ciao, Quentin. Salut.